Bonsoir à toutes et à tous. On va rejoindre Angle Droit, que vous connaissez pas uniquement pour ses magnifiques dessins de Capitaine America, que vous voyez ici à côté, mais on va rejoindre en webcam cette chère Angle Droit qui veut nous parler du code du travail. Code du travail qui, vous le savez, pèse sur la compétitivité des entreprises et est une relique archaïque d'un autre temps qui empêche l'innovation et le futur de la croissance de demain. Donc bienvenue sur un stream corporate, un stream pro-business. Salut Orusai. Dites-moi si c'est trop fort. Normalement j'ai laissé les annonces comme elles étaient l'autre fois, pendant Scriblio, donc ça devrait pas être trop fort, mais si c'est le cas, vous pouvez me le dire. Il a une couronne Captain America. Et non, ce sont ses cheveux apparemment. Ce sont ses cheveux, voilà. Alors, on va voir si Angle Droit est avec nous. Angle Droit, es-tu là? Je lui demande si elle est prête. On ne va pas la brusquer. Et oui, est-ce que on va déjà lui demander si effectivement le code du travail ça existe toujours avec Emmanuel Macron, ou alors s'il l'a supprimé. On n'a pas très très bien suivi cette affaire. Donc on va l'appeler. Hop là. Et vous me dites si vous l'entendez. Et ensuite, si vous la voyez, on va faire en sorte que... Alors là, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal, moi non plus, je l'entends pas. Donc c'est normal que vous ne l'entendiez pas non plus. Le code du travail est aujourd'hui utilisé comme cale-porte. Ah, bah c'est bien. Au moins, ils ont réussi à le recycler, finalement. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que tu... nous reçois? Non, pas encore. On va vous la mettre en visuel aussi, rassurez-vous. Ça va être absolument épique. On a l'impression que je me cure le nez avec le fusil à pompe. Ça n'aboutit pas à l'appel. Regardez, pendant ce temps-là, je me cure le nez avec le fusil à pompe de Terminator. Quitte l'appel et redémarre. Ok, on va voir. Quitter l'appel. Et on recommence. Petit inconvénient du direct. Ah, je te vois. Est-ce que tu me vois? Ah, ça y est. Est-ce que non, tu ne me vois pas, c'est normal. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends, très bien. Alors, est-ce que les gens, vous l'entendez aussi? Et ce qu'on va faire, c'est que... Là, je tu peux vais augmenter mon te son ou mettre tu peux te baisser à si... l'écran. Voilà, très très bien. Et là, normalement, je fais disparaître le petit Capitaine America. Et on te Oh, voit pas la du plus tout. grande Ça œuvre. ne marche pas. Et là, maintenant, c'est bon, c'est juste très très mal calé. Mais on te voit. Magnifique. Ta plus grande œuvre, effectivement. D'ailleurs, Tout à fait. tu arrêtes ta carrière à partir de là, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Je pensais me lancer dans le dessin et puis les beaux-arts m'ont refoulé et Ils t'ont on m'a reflé tout malgré Captain foutu. America? Et ben ouais, ils ont dit c'est trop fort pour nous. D'accord, très bien. Bah ouais, Vous n'avez pas besoin de nous. t'es en avance sur ton temps, quoi. C'est Tout très à bien. fait, tout Bravo à à toi. fait. Bravo à toi. Alors, d'ailleurs, j'ai mis le code du travail comme sujet, mais en fait, on avait dit droit du travail, je crois, à la base. Mais Ça se rejoint, on va pas se ça mentir, se mais c'est vrai que rejoint. c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose, tout à Voilà. fait. Alors, il y a quelques gauchistes sur le chat qui Oh. défendent encore cette relique archaïque qui est le droit du travail et le code Et du comment on travail. embauche, nous, ensuite, hein? Et Comment on voilà, donc fait? des gens... Mais eux, ils s'en foutent puisqu'ils sont au chômage et ils veulent pas être embauchés, sinon ils seraient pas au chômage. C'est ça, exactement. Il y a un moment J'ai pris où des cours d'économie, je peux qui répondre titre à ce genre ça. de questions. Et donc j'avais pris des petites notes sur ce que tu m'avais dit sur Mhm, cette sombre histoire de code du travail. Bon, le sujet est mhm. assez vaste, hein, en 2 heures, on va Oui, pas on n'aura faire le... malheureusement pas tout le temps de dire, mais on peut déjà répondre à quelques questions Ouais, et parler de certains points importants, quoi. ouais. Et d'ailleurs, je précise que oui, effectivement, les gens, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci. Tu lis le chat en même temps, et sinon je Ouais, relayerai ouais, de j'ai le toute chat façon. sous les yeux, donc c'est très perturbant parce que je me vois en décalé, Ah oui, mais je vais merde. faire abstraction. Non, 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 c'est pas grave. Est-ce que Je l'overlay te vais... plaît? Oui, il est très bien. Il est Voilà. très bien. Il y a Captain America, et puis qui va être mon nouvel avatar, Bien et sûr. Rex. Et bien sûr, bien sûr. Il y a l'essentiel. Voilà. Alors, il y a des gens qui demandaient si Macron l'avait déjà supprimé ou pas, le code du travail. Alors non, 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 il est toujours là, il est très très lourd. Malheureusement, c'est dommage, j'en avais plusieurs exemplaires, mais je les ai pas sous la main. Le code du travail même s'épaissit, paradoxalement. Donc il devient de plus en plus gros quand on fait une comparaison avec le code du travail d'il y a 30 ans et celui qu'on a à l'heure actuelle, il est beaucoup plus épais. Donc D'accord. Mais est-ce que c'est lié à c'est pas vraiment lié à une progression des droits? Parce que c'est pas une histoire non, d'exception justement aux droits, etc.
Ben, alors c'est le fait que bah, du coup il y a plein de métiers qui apparaissent, où il y a des règles de sécurité aussi qu'on va renforcer, qu'on va préciser. Donc c'est surtout ça en fait qui va commencer à grossir le code du travail. Et c'est pas parce qu'il épaissit que les droits sont plus accessibles. Au contraire, parce que du coup, plus il y a de règles, plus c'est difficile de les comprendre. Et surtout, il faut souvent avoir une formation qui est spécialisée pour comprendre le droit du travail. Oui, et d'ailleurs, c'est ton cas, en fait, aussi. C'est aussi pour Ouais, ça que tu voulais en ouais, parler. ouais, Je sais pas si tu peux ouais, ouais. préciser ça pour... Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait 5 ans de droit, donc je suis un diplômé en bac plus 5, donc un master 2. Et en fait, les études de droit, c'est un entonnoir. On commence par la base. Tout le monde a la même formation en première et deuxième année. Ensuite, on a une spécialisation un peu généraliste. Et ensuite, on choisit vraiment notre spécialité en master, donc en quatrième et en cinquième année. Et moi, j'ai choisi le droit du travail. D'accord. Et est-ce que... Bon, ça c'est un peu question personnelle nulle, mais est-ce qu'il y a une raison particulière à... Pourquoi droit du travail, quoi? Toi, Raison personnellement, quoi. particulière, non. Enfin, raison particulière personnelle, non. Après, on marche par affinité. Forcément, tu vas choisir un droit qui te plaît plus. J'aurais pu me spécialiser dans plein d'autres disciplines qui m'auraient vraiment, vraiment plu. Notamment le droit public, tout ce qui était droit administratif, c'était passionnant. Mais le droit du travail, moi, il y a un truc qui m'intéressait beaucoup et dont je t'en avais parlé en privé avant quand on parlait du live, c'est que le droit du travail, c'est un contrat où on reconnaît qu'il y a un ascendant de l'un sur l'autre, en fait. Mm. On reconnaît qu'il y a un rapport de force. Il y a d'autres droits Moi, qui c'est vrai que reconnaissent souvent, ça, Andy, on me mais dit, le j'ai droit fait du de la travail, ville et ça c'est fait très, rire, tu très, vois. très central là-dessus. Et ça me plaisait beaucoup qu'une réalité sociologique, de société, psychologique, tout ce que tu veux, soit reconnue par le droit. Et du coup, c'est ça qui m'intéressait. En D'accord. plus d'être un droit qui est très... le droit du travail, c'est vraiment un droit... Enfin, aucun droit n'est statique, mais le droit du travail, c'est un droit qui change tout le temps, donc il est très dans l'actualité, il y a toujours des réformes dessus, on en parle tout le temps, et c'était ça aussi qui me plaisait beaucoup, d'une matière qui est très, très, très vivante, en fait. Ouais, ok, d'accord. Mm. Donc c'est plutôt ça qui t'a attiré dans le droit du travail. Et justement, Ouais, sur ce truc de... Effectivement, je l'avais noté, c'est ce que tu m'avais dit dans le rapport de subordination, en fait, qui est reconnu mm, par le droit du tout travail. à fait. Ouais. C'est assez marrant parce que, genre, un des arguments, enfin, un des trucs de la pensée libérale, ou même ce que les libertariens, par exemple, vont te sortir tout le temps, c'est qu'en Mhm. fait, et c'est la pensée de Macron aussi, il fonctionne comme ça, c'est de penser que, en fait, le contrat de travail, par exemple, ou le rapport employé-patron, c'est un rapport purement contractuel entre deux personnes égales qui passent un Non, contrat. pas du tout. Et en fait, même le droit du travail en France reconnaît que ce n'est pas le cas, en Mm, fait. tout à fait, ouais. Tout à fait. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup de profs, du coup, j'en parlerai un petit peu plus, mais des profs à dominance employeur pour la plupart. Et eux-mêmes disent que c'est une aberration de ne pas reconnaître ce lien de subordination qu'il y a. Enfin, ce lien de subordination, c'est une caractéristique du contrat de travail. Et c'est même la raison pour laquelle le Code du travail existe. C'est qu'il y a ce rapport de force qui existe. Donc, même des profs que j'ai eus qui étaient très libéraux, qui étaient pour un assouplissement des règles au maximum, disent que c'est aberrant de considérer que l'employé et enfin le salarié et l'employeur ont un rapport de force équivalent. Par contre, après, ils vont peut-être aller moins loin que nous dans certains points de vue, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a un aval de l'un sur l'autre. Alors je précise, juste pour les gens du chat, je baisse le son des alertes en ce moment même. Donc vous inquiétez pas, parce que mes alertes sont trop Tu es fortes. Donc multitâche. tu as été coupé par Philippe Poutou, ce qui est un grand honneur, mais c'est Grand pas honneur, très tout à fait. agréable. Donc je change ça immédiatement, voilà. Donc vous me direz si ça va toujours pas. Là normalement c'est mieux. Et bienvenue aux gens qui arrivent d'ailleurs. Je vais pas trop dire d'ailleurs je te réinterromps plus après ça. Je vais pas trop dire les noms des gens qui s'abonnent, qui follow, etc. pour pas couper Flo. Et pour la laisser expliquer un petit peu tout ça. Et ouais, et pareil dans le genre des arguments enfin souvent pas contre le droit du travail, parce que personne dit qu'il est contre le droit du travail, mais les arguments c'est justement il est trop épais, c'est n'importe quoi, et en France on a trop de... En fait l'argument c'est il est trop compliqué. Ouais. Et Alors ça, c'est vrai pour le coup. ouais. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu peux développer là-dessus, justement, est-ce que c'est vraiment spécifique à la France, et pourquoi il est si compliqué en France? Après, je sais pas si c'est une spécificité qui soit compliquée en France particulièrement. Je pense que le droit du travail, le problème, c'est qu'on brasse tellement de métiers différents, on a tellement de cas par cas, on a des règles de sécurité, on a des règles du temps de travail, enfin plein de choses. Donc, il est nécessairement complexe parce que il y a énormément de choses à faire rentrer dedans. Mais par contre, il n'est pas du tout accessible. Et moi, j'ai fait plein de taf de merde au cours de mes études et après mes études, et je me suis rendu compte
du nombre de gens qui ne connaissaient pas des choses qui, pour moi, me semblaient évidentes. J'en parlais hier sur Twitch, pas plus tard qu'hier sur Twitch, en disant qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, moi, je travaille 8 heures d'affilée sans pause. » Mais genre, sans aucune pause. C'est illégal. Et c'est complètement illégal. C'est complètement illégal. Et la personne me disait, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, on m'a dit que c'était normal et tout ça. Et je me suis dit, oh, si les gens ne savent pas qu'ils ont droit à 20 minutes de pause minimum au bout de 6 heures d'affilée, de travail effectif, comme on dit, donc tu es vraiment sous la direction de l'employeur et tout ça, et tu dois travailler, mais sur quoi ils doivent se faire avoir aussi, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que même des gens qui sont peut-être plus renseignés ne se rendent pas compte des abus qu'ils ont dans leur contrat de travail. Et moi, je n'ai pas eu un seul taf de ma vie où je me suis pas dit ah là, le droit du travail, il n'est pas respecté. Ouais. Mais je pense que ça, sur le chat, peut-être tout le monde a des exemples de ça. Moi, j'ai vraiment l'impression, après c'est peut-être ma bulle aussi de filtre et tout, c'est peut-être ma sociologie aussi, mais j'ai l'impression d'entendre juste tout le temps, et de pire en pire depuis 10 ans, des gens qui se plaignent de leurs conditions de travail, des trucs qui sont pas respectés, et ou qui découvrent des trucs, gens qui découvrent le droit de grève, qui découvrent les prud'hommes, qui découvrent des trucs comme ça, et j'ai l'impression d'entendre, mais enfin en gros je connais très très peu de gens qui n'ont pas des problèmes à leur taf, qui relèvent du droit en fait, qui relèvent vraiment du droit, quoi. Totalement, je fais le même constat que toi. Ouais. Et surtout, ce qui me rend encore plus triste, c'est que des fois, je demande à des amis autour de moi comment ça se passe le travail en ce moment et tout. Ils me disent ah, ça va super. Et après, je creuse, et je me rends compte que il y a une souffrance quelque part, des choses qui relèvent du droit, des fois des choses qui n'en relèvent pas trop parce que, je sais pas, il n'y a pas de cohésion d'équipe et ça tombe pas, par exemple, sous le coup du travail. Mais parfois, il y a des trucs où tu te dis ah ouais, mais là, c'est du harcèlement moral, par exemple. Et en fait, même les gens qui t'en parlent pas à prime abord, quand tu creuses et que tu poses les bonnes questions, tu te rends compte que si, il y a une souffrance et des fois, ils en ont pas conscience. Et du coup, c'est vraiment très triste comme constat, quoi. Ouais. Alors, mais est-ce que justement les souffrances, elles viennent pas aussi d'accumulation de problèmes structurels parce que en fait, les équipes aussi qui marchent pas, où il y a pas de cohésion, même si tu peux te dire c'est juste que t'es tombé sur une équipe de cons, t'as aussi, justement, les boîtes où t'as une pression constante, où t'as de la mise en concurrence, où on essaie de favoriser les uns par rapport aux autres, ou des trucs comme ça, et où t'as des problèmes de pause, de machin et tout. Ça aussi, ça joue sur le... Je suis flou à la caméra, je sais pas pourquoi, je suis désolé. Fais la mise au point. T'es devenu flou. Flou de vous. Donc oui, et ça c'est un truc, est-ce que justement, bon là on part un petit peu dans tous les sens, mais c'est une des questions que je voulais poser. Il y a le droit du travail et le code du travail en lui-même, enfin le truc qui est vraiment posé, et t'as aussi l'application, j'ai l'impression, qui pose problème, presque plus que les droits. Alors il y a quelqu'un sur le chat qui demandait est-ce que vraiment sous Macron il y a eu des changements du droit du travail. Ah oui. Oui. T'as des exemples de ça ? Oui, c'est sûr. Il y a les fameuses ordonnances Macron. Mais alors, les ordonnances Macron, est-ce qu'il était... Parce que je confonds toujours... je sais plus s'il y avait la loi travail, et ça, c'était sous Hollande. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y avait la loi travail la fameuse loi qui travail, était très grave. Les ordonnances Macron, genre de choses. Mais en fait, ça date vraiment pas de... C'est pas un changement qui est récent, en fait. En gros, je vais pas employer le terme de régression, parce que de mon point de vue, c'est une régression, mais pour certains, ça n'en est pas une. Mais si on se passe du côté des salariés, si. En fait, ce côté recul des droits, en gros, on le fait depuis 82, en fait. Donc, 82, on était sous Mitterrand. Donc, de toute façon, pour ceux qui savent pas, désolé, je précise ça, pour l'aspect politique en France, mais le début des années 80, on va dire dans l'Occident, c'est les années, c'est l'arrivée du néolibéralisme, on va dire, et c'est la grosse réaction qui va être faite par Thatcher en Angleterre, qui va être incarnée par Reagan, etc. Et en France, ce qu'on va appeler le tournant de la rigueur, en fait, l'incarnation de cette politique-là en France, c'est sous Mitterrand, en fait. C'est sous les socialistes. Alors, avec pas la même forme forcément, mais oui, effectivement, c'est sous Mitterrand qu'a commencé ce virage que tous les pays occidentaux ont pris, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, après, ça serait arrivé sous ce gouvernement-là, ça serait arrivé sur un autre. C'est sûr qu'en fait, à terme, on y serait arrivé pour des raisons de compétitivité. Voilà. Enfin, les arguments, vous les connaissez de toute façon. Je voulais venir à un point particulier. 82, c'est vraiment le moment où on commence. En fait, pendant très longtemps, le droit du travail, il y avait un principe qui était
ce qu'on appelle le principe de faveur. Donc, en fait, on a 1 milliard de normes qui s'appliquent. Donc, on a la loi qui est regroupée dans le Code du travail. On a le contrat de travail aussi, qui est une norme en tant que telle, qui Mhm. crée du droit elle aussi. Parce que des fois, dans le contrat de travail, on accorde, je sais pas, plus de congés payés à telle personne, parce que ceci, parce que cela. Et on a aussi la convention collective. J'essaie vraiment d'aller au plus Mhm. essentiel. Il y avait une Les question, je pense que ça va répondre conventions... à ta question, Doc Lapin, sur le chat, qui demandait Oui, justement c'est sur la ça, ouais. hiérarchie des normes, donc je pense que ça va C'est répondre ça. à ta question. La hiérarchie des normes, c'est un truc qui est vraiment extrêmement compliqué et je veux pas vous perdre là-dedans, donc je vais essayer d'expliquer très rapidement ouais, ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc on avait les conventions collectives et les accords collectifs. Les accords collectifs, c'est un truc qu'on peut faire au niveau de l'entreprise, qu'on peut faire au niveau de tout un groupe en fait de sociétés, quoi. Enfin les groupes, ouais, je n'en ai pas en tête, mais bon, vous voyez, enfin Michelin par exemple, on va dire. Et, euh, et en fait, 82, c'est le moment où on a fait tomber ce principe de faveur en disant la convention collective peut déroger pour certains motifs au code du travail. Et en fait, là, on avait ouvert une brèche, en fait. Le fait que le principe de faveur ne soit plus le principe et qu'on puisse déroger de façon défavorable aux salariés, quand tu ouvres cette brèche-là, tu as fait tomber le plus gros verrou, et après, bah, c'est qu'une question de temps pour que ce soit de plus en plus globalisé, on va dire, quoi. Ça, c'est un truc justement que j'ai jamais compris parce que j'avais cru comprendre justement qu'il y avait une hiérarchie qui faisait que Mm, la convention collective peut pas être plus défavorable aux salariés que la loi et le contrat de travail peut pas être plus défavorable aux salariés que la convention collective. c'est Et, ça. Enfin, euh, sur le principe, c'était ça à la base. ouais, sur le principe, mais justement, moi j'ai l'impression que, enfin, d'avoir rien que moi connu des exemples où c'était pas le cas. Tu vois, typiquement, Ah j'étais oui, dans mon dernier taf, j'étais sous les conventions du tourisme, j'imagine. Et en fait, par exemple, qui est l'une des pires, si je dis pas de ouais, qui est bêtises. l'une des pires, et c'est vraiment de la merde. Et par exemple, le dimanche, tu travailles normalement. C'est-à-dire que Oui, enfin, t'es pas payé double. t'es pas payé double. Et c'est lié Ouais. à la convention collective. Donc ça veut dire que ça prime sur la loi, ça. Bah, en fait, ce qui est très compliqué, c'est je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment du cas par cas et c'est vraiment très très complexe. Mais en gros, des fois, le code du travail va primer, des fois ça va être la convention collective, des fois ça va être l'accord collectif. Ça va dépendre en fait un petit peu dans quel domaine on est. Est-ce que c'est le temps de travail? Est-ce que c'est les congés payés? Est-ce que c'est les temps de repos? Est-ce que c'est les normes d'hygiène et de sécurité? Typiquement, les normes d'hygiène et de sécurité, c'est un truc pour lequel on ne peut pas trop déroger par convention collective. Typiquement, c'est quand même le droit qui va, enfin le code qui va quand même régler tout ça, parce qu'on va pas dire le casque de sécurité est obligatoire. Bon, par contre, si vous avez vraiment pas de thunes, bon bah c'est bon, on peut s'arranger, tu vois. Ça, on peut pas faire ça, tu Oui, vois. oui. Enfin, je grossis un peu le trait, mais c'est pour qu'on comprenne qu'en fait, dire que la convention collective ou que l'accord collectif prime systématiquement, c'est pas exact en fait. Hmm. Mais par contre, on lui a fait de plus en plus de place. Là, en fait, où l'accord collectif commence de plus en plus à prendre de la place et à pouvoir déroger, là où avant il était cantonné qu'à certains domaines, en fait, Les de accords prédilection. collectifs, c'est les accords de branche, on demande, c'est la même chose? Dans les accords de branche, c'est les conventions collectives. Ok, d'accord. Oui, et du coup, c'est ça, parce que justement, la loi travail, une des polémiques autour, c'était justement de toucher à la hiérarchie des normes, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ben, en fait, c'est vraiment. En fait, le problème, c'est que entre nous, entre juristes, euh, on a déjà du mal, c'est déjà très compliqué. Et on fait des fois des erreurs quand on apprend justement le droit. Et moi, j'ai déjà vu des avocats aussi faire des erreurs là-dessus parce que bah, la loi a changé il n'y a pas longtemps et on se dit, ah oui, mince, attends, c'est cette loi qui prime, enfin, c'est cette loi, c'est cette norme-là, à cette hiérarchie-là qui va primer. Je me dis, comment est-ce qu'une personne qui n'a aucune formation là-dedans peut, peut s'en sortir si nous, les juristes, on galère aussi, en fait. Ouais. Je vais pas vous dire que tous les juristes galèrent, mais il y a quand même un temps de réflexion. On se dit, attends, alors là, du coup, machin, tu dois comparer toutes les normes entre elles, tu dois bien vérifier qu'il n'y a pas un accord collectif qui va foutre tout ton raisonnement en l'air. Enfin, c'est vraiment, c'est très, très complexe, quoi. Hmm. Ben, d'ailleurs, Donc, j'imagine que tu dois avoir, enfin, les gens qui savent ta formation, ils doivent te poser des questions tout le temps. Je sais que moi, j'ai déjà plein de potes qui me posent des questions tout le temps. ouais, c'est ça. Et c'est un peu comme les médecins, tu sais, le médecin qui est au repas de famille, on dit, attends, j'ai mal au genou. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Et Donc, moi effectivement, j'ai aussi, l'impression que les gens j'ai... comprennent. Enfin, c'est vrai que tu comprends rien à tes droits, quoi. Et tu sais pas où aller, Mm. te renseigner.
Ouais, c'est ça. Du coup, on pourra justement parler de comment faire pour avoir accès plus facilement à ces droits. On y reviendra un peu plus tard, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions et le souci, c'est ce que je réponds à chaque fois, c'est que je dis: «Bah, moi, de ce que je connais, a priori, ça devrait être ça, mais je peux pas dire ça sans avoir pas vu, ton accord, collectif», parce qu'il y en a peut-être un dans ta boîte, ton contrat de travail et ta convention collective et tu dois tout lire, bah, tu dois faire une consultation sur mesure. Déjà, moi, j'ai pas le Mmh. droit de le faire. La loi m'interdit de faire une consultation à quelqu'un, même si je facture pas. C'est-à-dire? Et Pourquoi? en fait, c'est l'apanage des avocats, la consultation. Et du coup, moi, je peux pas répondre à un cas personnel si quelqu'un, ce soir dans le chat, dit moi, j'ai un souci. On me fait travailler tel jour alors que normalement c'est marqué que je devrais être payée plus, mais la convention collective dit que et tout ça. Si je lui réponds, c'est un conseil qui est personnalisé et ça peut peut-être l'inciter à faire certaines choses, à certaines démarches qui sont vraiment juridiques. Et c'est le rôle de l'avocat, ça, en fait. D'accord, mais Donc tout le c'est monde peut pas pour... aller se payer un avocat pour avoir des conseils. Bah non, clairement pas. Et c'est bien la limite entre la pratique et la théorie. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure en disant il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de droit et qui n'arrivent pas à les régler. C'est parce que justement, un avocat, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et c'est pas parce qu'ils s'engraissent, enfin, il y en a qui payent, il y en a qui prennent très très cher, mais c'est pas forcément parce qu'ils s'engraissent, c'est parce qu'ils ont aussi, je vais avoir un discours de droite, mais des charges qui sont très très lourdes. C'est pour ça qu'ils font grève en ce moment aussi, notamment. Ils sont Euh, vénères là d'ailleurs, j'ai vu là. Ils sont très très vénères, ouais, ils sont très très vénères. Tu vois ils brûlent des livres. Ouais, ils brûlent des livres et là On peut pas faire ils pire, quoi. chantaient, on est là, on est là. En vrai, j'étais là, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, ils vont cramer des trucs dans 3 jours. Il va y aura une ZAD C'est ça. d'avocats et tout, enfin ça va être terrible. Mais c'est pour ça aussi que les consultations coûtent très très cher. Et c'est surtout parce qu'en fait, si quelqu'un vient te voir avec un problème, comme je te disais, du fait qu'il y a énormément de normes qui rentrent en ligne de compte et que l'avocat ne sait pas tout, cache, voilà, des fois, tu as des conventions collectives qui sont très, très particulières. Tu as tout ce temps, en fait, où tu vas devoir chercher la réponse qui va parfois te prendre plusieurs heures. Sauf que toi, tu vas avoir ta réponse qui va être contenue dans un petit paragraphe, sauf que derrière, il y a une tonne de recherche qui a été faite, en fait. Mm. Du coup, ça chiffre très vite, en fait. Si tu as passé 4 heures sur un cas pour répondre à une question qui, de prime abord, peut sembler simple, mais qui demande un vrai approfondissement, derrière, tu raques, quoi. Mm. Et comme c'est évoqué sur le chat, effectivement, pour l'avoir vécu récemment, pour l'avoir vu, ça peut être un recours aux syndicats qui ont des Mm, conseillers juridiques qui peuvent tout à vous fait. aider si vous avez des problèmes à votre taf Mm. et qui le font. Alors en général, c'est toujours là où les gens se rendent compte, ah mais en fait ça sert à ça les syndicats. Et C'est peut-être la fonction première du syndicat, hein. ouais, Il y a la lutte, mais il y a aussi ouais, aider les salariés. Et des fois, c'est même pas dans des questions de conflit, en fait, hein. Des fois, il y a des questions qui peuvent faire poser au syndicat. Il faut pas forcément avoir un problème grave pour avoir recours à un syndicat, en fait. C'est ouais. dès que vous avez une question qui vous vient en tête, genre de choses, et vous savez pas trop vous tourner, pardon, les syndicats, c'est vraiment des gens qui peuvent vous rediriger, vous aider. Il y a les délégués syndicaux aussi qui sont des fois dans l'entreprise. Et tout ce qui est aussi, donc là on va rentrer dans le technique, mais en gros, ce qui était les délégués du personnel et ceux qui travaillaient dans le conseil d'entreprise, qui ont fusionné dans ce qu'on appelle maintenant le CSE, sont aussi des gens qui peuvent avoir des formations et peuvent répondre à certaines questions aussi. Et effectivement, les syndicats peuvent vous aider, enfin ici en France peuvent vous aider même si vous n'êtes pas syndiqué. Mm. Oui, oui. Et du coup, ils sont Alors, bien c'est vrai sympas qu'en ce quand moment, à même. l'usine, on Hein. me dit, j'ai besoin Ils sont bien sympas. Bah, je pense que c'est un moyen en fait de redorer un petit peu l'image du syndicat parce qu'on a un taux de syndicalisation, c'est très dur à dire, qui tourne à peu près en dessous de 10% en France. Donc on a un vrai souci avec ça. Je pense que tu en parlerais mieux que moi pour le coup de l'histoire des syndicats. Mais Bah, non. après, enfin, si, mais en réalité, on peut le dire en fait, je pense que c'est prendre le problème à l'envers que de dire que c'est redorer le blason, parce qu'en fait, de toute façon, c'est leur boulot. En réalité, si on veut être concret, si ils voulaient vraiment avoir un truc efficace pour recruter des gens, c'est ne pas aider les gens, pas syndiquer. En réalité, c'est l'inverse. Les pays où il y a des gros taux de syndicalisation, c'est aussi les pays où tu as, alors soit tu as quasiment une obligation de te syndiquer, enfin genre tu as des trucs comme ça un peu dans les pays du Nord, mais ou aux États-Unis ou dans des pays comme ça, où en fait les syndicats, si tu fais pas partie des syndicats, c'est tu te démerdes en fait. Tu te démerdes. En réalité, s'ils étaient cyniques et s'ils voulaient augmenter le truc, il faudrait qu'ils le... Alors maintenant, c'est un peu tard pour mettre en place cette tradition-là, mais
Et Mm. puis je pense pas que les syndicalistes c'est ce qu'ils veulent faire, tu vois, ils veulent aider les salariés, quoi, de toute façon, quoi, c'est Oui, c'est un ça, peu ouais. leur raison d'être. Mais en réalité, non, si les pays où justement il y a un fort taux de syndicalisation, c'est aussi avec des syndicats qui sont beaucoup plus Mm. institutionnalisés qu'en France, quoi. Voire quasi mafieux comme aux États-Unis, enfin mafieux, enfin, parce qu'ici il y a des vraies histoires de liens avec la mafia et de bail entre eux, mais Mm. enfin c'est vraiment des institutions qui se défendent en tant qu'institutions beaucoup plus que le font les syndicats en France, même si on Mm. peut avoir l'impression que des fois ils sont très corpos Mm. et qui défendent leur beefsteak, quoi. Bref, voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Non, non, mais moi, ça m'intéresse vraiment. J'aimerais bien parler des syndicats plus en profondeur et un petit peu aussi comprendre, ouais, d'où vient le problème des syndicats, hein, en fait. Parce que c'est terrible. Moi, j'ai entendu quand je travaillais, bah, il y a quelques mois, là où je travaillais, donc il y avait des élections du personnel qui étaient vraiment très très massives parce qu'il y avait énormément de salariés. Les salariés ne voulaient pas se déplacer et disaient tous non mais de toute façon ça sert à rien, ils nous ont trahis parce qu'ils avaient voté des trucs. C'est les syndicats qui avaient acté le fait qu'on ouvre le dimanche par exemple, hein, Mhm. et qui avaient acté aussi le fait qu'on avait élargi les horaires du dimanche de plus d'1 heure et demie, je crois. Je ne sais plus exactement, donc quand même pas rien. Du coup, ils le prenaient comme une trahison, les salariés, et ils voulaient pas se déplacer, et c'était vraiment le discours tous pourris, quoi. Mhm. Donc, voilà, on est sur un gros problème parce que ça devrait être des gens ouais, qui devraient retrouver la confiance des syndicats, voilà, mais pas sans régler les problèmes qu'il y a en intérieur, quoi. Enfin, Oui, oui, bien c'est... sûr, ouais. Ça c'est vrai que, mais ça c'est un vaste débat en fait là, Mm, les syndicalisations en France et l'état des syndicats en France. Et là, en plus, on est dans une période qui est très très compliquée parce que le fait que, pour X raisons, liées à l'état du monde, liées à l'histoire des syndicats eux-mêmes, aux défaites, peut-être à leur fonctionnement, etc., en France, on a perdu énormément de syndiqués. mm, Ça fait aussi, ça a des conséquences graves, qui est qu'ils n'ont pas assez de monde pour aider tout le monde, qu'ils sont pas présents dans énormément de secteurs, mm. et que du coup, enfin, t'as des secteurs qui sont des déserts syndicaux. Moi, j'ai quasiment bossé que dans des déserts syndicaux, et c'est en fait, si c'est quand t'as des problèmes que tu te rends compte quand t'as des problèmes dans ta boîte que tu te rends compte que que le fait qu'il n'y ait pas de syndicat, c'est un gros problème. Quoi que tu Ah oui, penses des clairement, ouais. syndicats par ailleurs, quoi. Donc là, ils sont dans une position qui est hyper difficile. Mais j'ai l'impression qu'ils se redorent un peu ils se sont refait une petite. Un peu de la pub là J'avais sur les retraites, les gens étaient quand même vachement derrière, quoi. Ouais, c'est possible. Et puis, il y avait vraiment ce discours un petit peu dans ma boîte qui était vraiment, on n'a pas envie d'aller voter. En tout cas, pas les classiques CGT, CFDT, etc. Et je me crois me souvenir que le syndicat Sud était vraiment arrivé en tête, vraiment, mais largement, en fait, en disant, bon, ben, on va tenter cela, en fait. C'était un peu le discours... Alors, où ça exactement? De quoi, où ça? Où ça? Ouais. Ou de manière générale? Sud... de quoi, pardon, j'ai pas compris. Non, mais que Sud était arrivé en tête. Ah, là, dans la boîte où je travaillais Ouais. spécifiquement, en fait. Hmm. Il y avait vraiment, c'était vraiment marqué sur le tract de Sud Solidaire, je sais plus comment il s'appelle exactement. Je suis navrée, c'était peut-être une branche particulière en plus de là où Le j'étais. Solidaire, c'est l'intersyndical de tous les Suds. Ouais, d'accord, c'est ça alors. C'était marqué, vous avez été déçus par la CGT, vous avez été déçus par la CFDT, rejoignez Sud Solidaire. Ouais, bah ouais. Bah, Je veux vraiment comme leur ça carotte que comme ça. historiquement c'est créé Sud, ouais. C'est une forme de dissidence aussi Mm. vis-à-vis de. Bah, Enfin, ils sont c'était plus ça. Ça dans se un ressentait, syndicalisme de combat, quoi. ça se ressentait vraiment dans le discours, même des gens qui étaient vraiment, que tu sentais très peu politisés et tout ça. C'était vraiment enfin, ouais, l'impression que ça donnait de l'extérieur, quoi. Hmm. Donc, que les gens voyaient ça comme justement quelque chose de dissident, hein. Ah ouais. Donc, je sais pas ce que ça a donné parce que j'ai quitté ma boîte avant de voir les conséquences. Ce qui n'est Après, pas un moindre mal. de manière générale, j'ai l'impression que les gens, justement, par boîte, choisissent les syndicats un peu en fonction de ce qu'ils ont sous la main. C'est-à-dire que si c'est... tu vois, même la CFDT au niveau national qui signe tout ce que tu leur mets sous les yeux, Mm, bah, tu vas avoir des boîtes où, en fait, c'est un gars de la CGT qui va t'avoir défendu, justement, sur un problème mm. lié au code du travail, simplement, enfin, qui aura fait son taf, en fait. Et les gens vont se syndiquer à la CFDT dans ces cas-là. Alors Oui, après, c'est ça ça, peut ouais. rentrer en contradiction sur un mouvement. C'est pour ça que quand tu as des mouvements nationaux, tu as plein de gens qui se barrent de certains syndicats. Typiquement la Ouais. CFDT, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'à chaque mouvement, il y en a plein qui se barrent. Mais c'est genre qu'ils ont toujours pas Oui, non, compris. mais c'est petit turnover là aussi, hein. Ouais. Mais ouais. Les syndicats n'y échappent pas.
Effectivement. Et pour revenir sur le droit du travail, attends, il y avait un autre truc sur lequel je voulais revenir, que tu m'avais dit, je vais te retrouver ça. Oui, mais pour revenir sur l'accessibilité du droit, là il y a quelqu'un qui demandait justement est-ce que les gens ils se sentent pas protégés par le code du travail en France, c'est pour ça qu'ils se syndiquent pas. Ils se sentent pas protégés Et par le code du travail? justement, ils se sentent protégés par le code du travail en France, Ah donc ouais? on aurait besoin. Moi, je suis pas persuadé que ce soit comme ça que ça se passe. Vous vous sentez... Après, ça dépend de vos branches aussi. Enfin, ça dépend de, du coup, la branche, donc vraiment, on va dire le BTP, ce genre de choses. Il y a des branches qui sont plus protectrices que d'autres. Bon, le BTP, on sait que c'est l'un des cas où on a vraiment le plus d'accidents du travail et souvent très grave et mortel, donc je passe les meilleurs exemples. Mais il y en a qui sont un peu plus vénères que d'autres. Mais clairement, moi, j'ai jamais entendu de gens qui disaient « Ah, je me sens de plus en plus protégée par le code du travail ». Parce que même les plus libéraux se rendent bien compte que le droit du travail s'assouplit, en fait. Et du coup, s'assouplir, c'est une façon plutôt positive de parler du recul des droits des travailleurs. Mais ouais, j'entends. Enfin, je ne veux pas nier le comportement, enfin le ressenti de cette personne, mais je trouve ça m'étonne vraiment en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens se sentent justement complètement abandonnés, au contraire en fait. Mais en fait, j'ai l'impression que, enfin, pour boucler sur ce que tu disais sur le fait que les gens savent pas en fait comment ils sont protégés, c'est ça en fait, c'est qu'on sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc Ouais, j'ai c'est pas ça. l'impression que les gens se sentent trop protégés en fait, parce qu'ils connaissent. Mm. En fait, il faudrait au moins connaître ses droits, comme on dit quoi, pour. C'est ça, ouais. C'est ça, et puis en plus, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais ouvrir un code de travail, c'est très très indigeste, c'est très très illisible, parce que des fois, vous avez des articles qui font une demi-page, alors et du coup, la rédaction juridique, c'est vraiment une virgule dans une virgule dans une virgule, enfin... Voilà, donc c'est très très compliqué à lire. Et en plus, il faut savoir lire la jurisprudence qu'il y a derrière. Donc la jurisprudence, les gens ne savent pas toujours ce que c'est. Donc c'est l'ensemble des décisions de justice qu'on a qui vont elles aussi créer du droit ou en tout cas préciser une règle. Par exemple, je ne sais pas comment te dire, concernant, je ne sais pas, le droit au respect de la vie privée du salarié, on va dire, bah ça relève de la vie privée, ça en relève pas, par exemple. Qu'est-ce qui est de la discrimination, qu'est-ce qui n'en est pas? Du coup, t'as pas une règle de droit précise pour tout ça. Tu vas avoir une règle de droit qui va être assez générale, et après, c'est les juridictions qui vont préciser la règle en tant que telle. Et ça, c'est aussi incorporé dans le droit du travail. Enfin, dans le droit du travail, dans le code du travail en tant que tel. Donc vraiment le bouquin. Quand on parle du code du travail, c'est vraiment le bouquin. Et aussi, c'est aussi pour ça, j'ai oublié de le préciser, que le code du travail augmente au niveau de la taille, c'est parce que on met de plus en plus de décisions qui précisent de plus en plus la règle de droit. Et du coup, ces deux éléments, il faut les prendre en compte, parce qu'on ne peut pas lire juste la règle de droit sans lire forcément les applications qu'il y a eu après, qui sont reportées dans le code. Et du coup, ça rend le truc complètement illisible, en fait. Et souvent, tu t'appuies pas que d'un seul article. Il faut souvent croiser plusieurs articles, parce que ton problème, il peut te paraître simple, mais en fait, il soulève peut-être 3 ou 4 thématiques différentes, qui sont peut-être pas si éloignées les unes des autres, mais tu vas avoir besoin de plusieurs articles. Donc, je sais plus la question que tu m'avais posée exactement. Non, mais justement, là où je voulais en venir, la connaissance des droits. Ouais, t'avais commencé à en parler. Toi, tu conseillerais quoi, justement C'est quoi tes conseils pour se renseigner sur ces droits, en fait, à part... parce qu'on peut pas, honnêtement, dire aux gens, lisez le code du travail. Non, Bande de connards, parce que, genre, moi, si je le lis, je vais être là. Super, merci. J'ai rien compris. C'était là où je voulais en venir, en disant le code du travail, il est trop dur d'accès en fait pour les gens qui n'y connaissent rien. Donc ne vous dites pas, je vais essayer de lire le code du travail de mon côté. Il y a forcément des choses que vous comprendrez, mais il y a des choses où vous pourriez faire des contresens et ce serait pire. Du coup, moi honnêtement, je trouve qu'il y avait, alors je parle pas spécifiquement du droit du travail, mais il y a le site qui s'appelle Service Public, je le recherche en même temps, servicepublic.fr si je dis pas de bêtises, où des fois il y a des choses qui sont vulgarisées par rapport à certaines choses, et c'est vraiment intéressant et bien fait. Et si je vous tape temps de travail, par exemple, il me semble que vous avez des choses qui passent temps de travail dans le secteur privé, par exemple. Vous allez avoir plein de petites fiches qui vont vous expliquer un petit peu la durée légale du travail, le décompte des heures de travail. Donc, c'est très vulgarisé, ça va vraiment à l'essentiel, mais ça permet un petit peu déjà de comprendre la problématique. Et ensuite, ça, c'est vraiment génial, je trouve, il y a les textes de référence en dessous. Donc là, on a une très très longue liste de tous les articles qui se recoupent, mais au moins on peut trouver le matériau brut et on sait que c'est vraiment ce qui nous concerne en fait. Donc ça, c'est déjà une bonne base pour décanter. Ok, ouais.
sauf que ça, c'est pas suffisant, du tout. Il va falloir pouvoir approfondir tout ça. Du coup, il y a bon, bah, après, il y a les syndicats comme tu l'as dit, qui peuvent être une très bonne porte d'entrée. Et il y a aussi, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle, les maisons d'accès au droit qui sont malheureusement dans les grandes villes, dans les petits patelins, l'accès au droit, c'est vraiment pas une priorité. Déjà dans les grandes villes, c'est compliqué. En fait, ce sont des espèces de permanences juridiques où vous allez avoir des avocats, des juristes et tout ça qui vont, se relayer et qui vont pouvoir recevoir, des consultations de façon, gratuite. Mais après, c'est une consultation qui va être Oh mon ponctuelle, en Dieu, fait. Blake, vous êtes On le un trouve aussi, il y a pas mal communiste, de ça gens qui ont crève des les problèmes yeux. avec leur propriétaire, et qui Ouais. se tournent vers ce genre de structure, par exemple, pour avoir des conseils et savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Bon, ça va pas forcément régler le souci, mais on y voit déjà un petit peu plus clair. Donc ça peut être déjà une première étape. Et la deuxième chose, ce sont les cliniques, juridiques qui sont rattachées du coup à des facs de droit. Il y en a pas dans toutes les facs de droit, donc il faut que vous Les regardiez bien à cliniques l'avance. juridiques? Ouais, Ça les s'appelle cliniques comme ça? C'est juridiques, ouais. marrant. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Ouais, j'aime bien le terme. En fait, c'est parce que la clinique, c'est des bébés juristes, en fait. Parce que c'est rattaché aux facs de droit. Donc, en fait, c'est des étudiants qui sont bénévoles et qui veulent approfondir leur connaissance du droit, aider et tout ça. C'est une très, très bonne formation aussi pour les gens qui peuvent pas faire de stage, ce genre de choses. Et du coup, qui vont répondre à des questions de droit, à des particuliers. Et ils vont pas vous dire n'importe quoi parce qu'à côté, il y a des avocats, des juristes, des profs qui vont un petit peu contrôler l'information qui est donnée. Donc, ça réglera pas le problème. Vous n'allez pas gagner votre procès au prud'homme avec ça, mais ça peut être une bonne porte d'entrée. Et surtout, c'est aussi des lieux qui auront des noms à vous recommander d'avocats ou ce genre de choses. Parce que choisir un avocat, bah, c'est très très complexe. Mhm. Et Et oui, vas-y, finis, parce non, que non, j'allais non, non, partir vas-y, sur c'est que autre ça m'a chose. fait penser à un truc, c'est que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment utile ces infos-là. Parce que, après, c'est vraiment une impression que j'ai aussi, mais qui est quand même basée sur pas mal de choses que j'ai pu voir là-dessus. Justement, les boîtes où il n'y a pas de syndicat, où c'est un peu Mm. n'importe quoi, où les conventions collectives sont un peu pétées, et surtout où il y a des traditions de, en gros, on respecte pas le code du travail. En fait, ils s'en tapent. Tous ces déserts-là. En fait, paradoxalement, alors c'est les pires, mais Ouais. le truc, c'est que si vous mobilisez le moindre truc, il s'écroule. C'est un truc de Ah fou. oui. C'est vraiment, je sais pas ce que t'en Ah, c'est penses de l'effet ça. domino, ça, hein, c'est... C'est genre, si genre tu leur amènes un syndicaliste, c'est terminé. Genre ils savent plus comment faire. Parce qu'à la limite, si t'es chez Michelin, les mecs ils ont l'habitude d'avoir des mecs de la CGT qui font, écoute là si j'appuie sur le bouton demain il y a personne dans la boîte C'est ça. rip. Eux ils savent se bagarrer. Mais alors par contre, les boîtes où ils ont pas l'habitude de ça, c'est fou. Tu leur dis juste, mais attendez, vous savez qu'on a le droit de faire grève. Vous obtenez un Mm. truc dans, bah, j'exagère, pas forcément. Ils peuvent s'entêter et tout, mais c'est aussi les moins bien armés. Si t'as l'inspection du travail ou un syndicaliste ou juste quelqu'un qui gueule ou quelqu'un qui a été voir sur internet un article et qui dit mais attendez, c'est C'est illégal littéralement ça. votre truc. Tu vois, genre, Il faut un en peu fait que tu ça motives tes suffit plus. collègues à faire un peu pression en mode... En fait, c'est très drôle. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a fait mourir de rire quand je travaillais. C'était vraiment... À partir du moment où tu cites même pas l'article, et quand tu Ouais. cites l'article, tu passes vraiment high level, tu vois. Si tu dis juste, attendez, mais dans le code du travail, il y a telle disposition, déjà c'est la panique. Ah oui, Déjà carrément, ouais. c'est vraiment la panique. Donc, avant de penser forcément à aller au prud'homme ou dans la chose, je dis ça, c'est très facile de dire ça vu de l'extérieur quand on est dans Mhm. une situation qui peut être du harcèlement et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Mais quand il n'y a pas de temps de repos qui sont respectés ou qu'il y a des petites bizarreries au niveau des primes, il y en a certains qui les ont, d'autres non, on a un peu l'impression que c'est la tête du client. Rien qu'un peu agité en mode moi je suis allée me renseigner, juste dire ça, Ah mais oui, mais oui. c'est déjà un peu... Il y a des fois, il y a des retournements de situation comme ça où tu vois que la personne elle se dit oula, attends, là je suis allée trop Oups. loin, je me suis fait prendre, j'ai pas envie que l'inspection débarque chez moi. Ouais, ouais. Et pour peu que t'as... C'est pareil, dans ces boîtes-là, si t'as l'inspection qui arrive en mode... Alors après, ça dépend sur qui tu tombes à l'inspection, mais s'ils arrivent un peu en mode Alice Lucet cache investigation, ça peut tomber très très vite, quoi. Et Ça tu dis, bégaye, quoi. Kif Kong, tu dis, si tu ramènes un syndicaliste, il le vire, toujours moyen de bricoler une faute lourde, t'inquiète. Bien sûr, après, en réalité, déjà, il y a des mécanismes qui protègent les représentants syndicaux, déjà, dans les boîtes, mais Tout aussi, à fait. je dis pas ça au sens forcément de syndiquer quelqu'un dans la boîte. C'est que, par exemple, si t'as j'en sais rien, t'as une procédure disciplinaire ou un truc comme ça,
et que t'as le droit de demander à avoir un témoin, ça peut être tu peux aller chercher quelqu'un de la Cégette Mm. ou de Sud Bah ou je ça, sais pas typiquement, quoi. les gens le savent pas, Et ouais. ouais. Et en plus, c'est même marqué sur le document certains documents de convocation et tout, ils sont obligés de te le préciser. Ouais, le règlement Euh, intérieur, je crois aussi, ils sont Règlement obligés de le intérieur préciser. aussi. Ouais, il me semble. Et là, tu débarques avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Genre, en général, ils sont dans la merde, quoi. Ouais, c'est Ils ça. sont dans la merde, quoi. Et plus Ouais, vite que certaines boîtes où ils ont l'habitude, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, et ces petites structures qui n'ont pas forcément de syndicats et tout, c'est l'extrême majorité en plus des boîtes. Les gros groupes, bon, bah, il y a plein de gens qui bossent dedans, mais les petites boîtes PME où t'as pas trop de. On s'est jamais trop emmerdé avec le code du travail parce qu'il y a 5 salariés, c'est vraiment un cas ultra classique, quoi. Ou alors les boîtes où il y a il y a plus de salariés, mais il y a un gros turnover aussi. Ça, c'est le Oui, truc aussi où t'as. En général, personne cherche tout le monde veut se barrer, donc tout le monde sait qu'il va se oui, c'est barrer, ça. donc tu cherches pas la merde. Mm. T'attends juste que ça passe et t'es un peu plus patient. Et ça, c'est des trucs. Mais justement, ça, c'est un autre sujet où je voulais en venir, que je trouve intéressant, mais parce que ça relie le contexte économique, en fait. C'est que Ok, on a un code du travail en France, ok, on a des droits du travail qui sont peut-être, je sais pas si on n'est peut-être pas les meilleurs du monde, mais on a quand même plutôt pas mal classé, je pense. Mais Mm. j'ai l'impression que non seulement le problème, c'est qu'on n'est pas dans une situation où ils sont très appliqués. Il n'y a pas de volonté politique de les faire plus appliquer, parce que c'est pas l'ambiance. Ouais, comme tu dis, depuis quasiment les années 80, à quelques exceptions près. Et en plus, l'économie a été modifiée de telle façon que, pas genre on a fait exprès le truc, mais ce qui a été favorisé, c'est des modèles d'entreprise où, en fait, ils ont plus de problème avec ça. C'est-à-dire où t'as plus de syndicats, donc les boîtes où il y a des gros turnovers, même, tu vois, les McDo qui sont en fait franchisés, ce qui fait que Mm. quand les mecs sont... les McDo et ce genre de boîte, hein, où en fait, ton McDo du coin, il compte comme une entreprise de moins de, je sais pas, 20 salariés, parce qu'en fait, c'est une franchise. Mm. Ou je sais pas si c'est le terme, franchise. Mais en gros, Je sais pas si c'est une il y a des franchise. arnaques comme ça. Je crois pas que ce soit une franchise McDo, parce que franchise, c'est vraiment un truc particulier par rapport où tu sais, tu rachètes le nom de la boîte. Subway, par exemple, c'est une Oui, c'est franchise. pas le terme. C'est pas le terme. Mais Je crois que t'as les des McDo, boîtes c'est pas une de. franchise pour le coup. T'as des antennes de grosses boîtes en fait qui sont. Ouais. Si c'est une franchise, vous dites. Ah, Il y c'est a, une il y a des franchise, McDo d'accord. franchisés. Voilà, je veux pas dire de bêtises là-dessus. Là-dessus, c'était un exemple, mais enfin, vous voyez le truc. Vous pouvez. En fait, t'as des boîtes comme ça qui comptent en moins de tant de salariés, alors que c'est Mm. genre World Company, quoi. Parce qu'en fait, ils sont déclarés de telle façon. Et bien sûr, le pire truc, c'est les boîtes où tu demandes aux gens d'être en auto-entreprise Ah oui, les alors là, trucs et c'est jusqu'à là, carrément les trucs ubérisés, quoi. Et c'est ça, le en fait, pompon, hein, ça. c'est une façon de contourner en fait le droit du travail, Mm. juste par c'est pas illégal, quoi. C'est juste structurellement on fait un truc où il y a plus de droit du travail, quoi. Bah ouais, il y a enfin, le décompte des salariés, c'est un truc qui est vraiment complexe et du coup, c'est vrai qu'il y a des façons un petit peu de contourner certaines règles et tout ça, mais c'est complètement pas illégal du tout, c'est prévu en fait. Il faut juste être bien conseillé. Ouais. Donc, et McDo, ils ont clairement les moyens de le faire, quoi. McDo, la petite PME familiale, mais c'est ça, voilà, Hmm. c'est exactement ça. Mais oui, t'as plein de trucs comme ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi un des problèmes actuels, c'est qu'en fait, c'est beau d'avoir des lois, et c'est beau d'avoir un beau joli code du travail bien fait et tout, mais s'il n'y a pas Mm. de volonté politique de les appliquer, ou pas d'institutions pour appliquer la loi, type les inspections du travail, les trucs comme ça, est-ce qu'elles ont assez de moyens, tu vois, enfin, est-ce qu'on Ah pourrait ben pas un ça. petit peu les arroser pour qu'elles sortent les Charles Leclerc pour aller un petit peu voir ce qui se passe et pouvoir bosser tranquillement. Enfin, il y a toujours une volonté, il n'y a pas que la loi, quoi, il y a la volonté politique derrière et la structure même de l'économie, quoi. Le problème du manque de moyens dans la justice, de toute façon, c'est un truc vraiment qui est central, dont je parle tout le temps, parce que pour moi, c'est vraiment la cause de tous les maux, mais comme on parle de la recherche, de l'enseignement, de l'hôpital public, enfin, de l'éducation, enfin, c'est le nerf de la guerre, et la justice ne fait pas exception à ça. Et notamment, le truc, c'est que les inspecteurs du travail, il n'y en a quasiment pas plus que, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est par rapport aux années 70 ou 80, on n'a quasiment pas augmenté le nombre de personnes qui sont inspecteurs du travail, sauf que le nombre de salariés, lui, a beaucoup augmenté. Du coup, les inspecteurs du travail, il y en a énormément qui sont surchargés de taf, mais du coup, ils peuvent pas passer partout, ils peuvent pas tout faire, tout ça. Alors que, bon, clairement, si vous voulez créer de l'emploi,
Nous, on a plein d'idées, hein. Créer des postes d'inspecteurs du travail, hein, parce qu'il y, Ah y ouais. a matière, hein. Ah Il oui, y a carrément, hein. matière. Carrément. Et justement, est-ce que c'est pas plus que les attaques directes contre le code du travail, même s'il y en a, est-ce que c'est pas ça le truc le plus efficace et le plus insidieux? C'est juste en fait, il laisse dépérir le truc et. Ouais, je pense, ouais. Enfin, je pense. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un gros problème de ne pas avoir augmenté le nombre, ou quasiment pas le nombre, pas de façon suffisamment en phase, en fait, avec le nombre de salariés. Ça, c'est vraiment un truc qui émeut vraiment personne, mais parce que c'est une information qu'on ne connaît pas, qu'on porte pas à notre connaissance. On a très peu d'inspecteurs du travail qui disent bah, nous, on est au bord du burn-out, quoi. Ou en tout cas, ils sont Mm. très peu relayés dans les médias. Et c'est un truc qui est beaucoup plus insidieux, mais qui est limite presque encore plus efficace, en fait, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle. Mm. Donc, donc voilà, donc ça c'est un vrai problème. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous tourner vers un inspecteur du travail en cas de souci, mais il faut être aussi conscient de la limite de ses pouvoirs, dans le sens où bah, y en a qui font très très bien leur taf, il y en a qui sont très très impliqués et qui comptent pas les heures parce que c'est vraiment un métier passion. C'est bizarre de dire ça pour un métier Oui, comme inspecteur du travail, je mais confirme. un métier de conviction, tu vois. Enfin, moi c'est un truc que j'aurais vraiment aimé faire comme taf. Et, J'en ai vu des et bien vénères, effectivement, c'est des en mode c'est des Élise puis en putains de plus on est shérifs, quoi. intouchable, hein. C'est des putains de shérifs, quoi. Ah ouais, non mais Mais t'es par t'es contre, ça se tellement sent que c'est des gens qui protégé. en veulent, quoi. Genre, ceux qui Mm. font ce boulot-là, c'est pas. Et je comprendrais qu'ils se désespèrent et qu'ils se disent non, mais en vrai, je vais rester derrière mon bureau Mm. et je vais attendre, quoi. Parce que si, quand t'as pas les moyens, au bout d'un moment, enfin, tu. T'as pas les moyens, puis en plus tu te rends compte que bah toi tu vas faire un truc en tant qu'inspecteur du travail, et puis en fait la personne que tu vas essayer de protéger et tout, elle a cette décision de justice 1 an et demi plus tard, et on en est qu'à la première étape. Tu sais, t'es un peu. Tu sais que tu te bats pour les bonnes raisons, mais tu sais, il y a un moment où tu te dis bon, flemme, quoi. Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose que je fais, en fait? Ouais, C'est un oula, on peu te perd. Ah bon? Attends, si. Ah oui, j'avais frisé, hein. Ah bah c'est parfait, moi j'ai frisé. La petite voix de robot. J'en profite pour dire bienvenue à Sympatoche. Bravo à toi, merci pour l'abonnement. Attends, on t'a perdu. Alors, que se passe-t-il? Attendez. Bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est ma connexion? Est-ce que c'est quoi? Pour Est-ce aider que les dirigeants est-ce qu'il y a- d'aujourd'hui à j'ai des drops? interroger Non, le j'ai monde pas de de drop, demain, donc c'est on a peut-être pas ça. interrogé ceux qui feront demain et qui Attendez. sont encore jeunes aujourd'hui. Ah, on t'avait perdu quelque temps et là, C'est bon? C'est là revenu? c'est bon. Tu es juste pixelisé, mais Ah mince. c'est bien. Ça va bien avec le petit Captain America. Ah yes, bah oui, bah c'est moi. J'ai essayé de me mettre dans le mood. Mais ça a l'air d'être bon. C'est une Très attaque du lobby étrange. du RPR, effectivement. Ils sont là. Et il y a des gens qui. Oui, je sais pas qui demandait. Gérard Filoche, ouais, c'est un ancien. Attends, inspecteur des impôts ou du travail? Non, du travail, hein, je crois. Non, on parle du 2200 travail, là. 2250 inspecteurs du travail en France, selon Europe 1, en 2016. C'est pas beaucoup. Ouais, pour des millions de salariés, ouais, c'est pas. Ouais. C'est Ouais, pas c'est ouf. sûr. Je me souviens plus des stats du tout, hein. C'est vraiment, j'ai pas du tout la mémoire des chiffres, mais mais c'était fait la réflexion quand j'allais chercher l'info. Je me disais, c'est tout? Oui, ça fait pas beaucoup, quoi. C'était 2250, ça me paraît vraiment, vraiment peu. Mais en plus, enfin, si tu réfléchis enfin, tu te dis genre par rapport au nombre de flics ou, enfin, aux moyens alloués à d'autres trucs. Mais Ah même ouais, si, ouais. enfin, peut-être les flics, enfin, tu vois, ils ont pas forcément les moyens aux bons endroits non plus, etc. Mm. Ils ont des munitions apparemment, ça c'est bon. Mais pour le reste, d'accord. Mais enfin, 2250, oui, c'est ridicule en fait. C'est vraiment, c'est ce que t'attends d'une boîte, genre, ah, c'est une grosse boîte, ils sont 2250. C'est pas ce que t'attends des gens qui font appliquer la loi Mm. dans un truc aussi important que genre le travail, quoi. Enfin, c'est qui est quand même le truc qui t'occupe la vie un peu de tout le monde tout le temps, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc bon. Et justement, t'as cette idée que le droit du travail, là, pas forcément juste le code du travail, c'est aussi un truc qui est historiquement assez récent, en fait. Le code du travail? Ouais. Enfin, le code du travail, je sais plus, j'avais trouvé la date, c'est. Le droit du travail, c'est quelque chose qui est, ouais, qui est assez. Après, ça dépend ce que tu appelles récent. Code du En fait, travail, on a. Code du travail, c'est 1910, apparemment. Ouais, je me souviens plus. C'est la honte pour une spécialiste, mais c'est Bon, vraiment. après, C'est les pas dates. l'information que j'ai le plus retenue, je t'avouerai. Non, mais ce que je veux dire, Mais c'est que tu vois, c'est quand même un truc qui allait pas de soi, en fait. C'est un truc qui a été imposé, en plus souvent après des mouvements, en général. ouais. Ouais, puis en plus, on a commencé par la base, hein. C'était le travail, l'interdiction du travail des enfants.
Mais dans une certaine mesure, hein, ah oui, alors du coup, on va limiter le travail des enfants à 12 heures seulement par jour. T'es là genre, ah, Ouais. waouh. Et t'avais déjà à l'époque t'as des trucs, des discours de députés qui disaient oui, mais attendez, si on fait ça, l'économie va s'écrouler. Mais complètement, Genre en les mêmes plus. arguments. C'est trop Mais marrant. les Et mêmes vous pouvez les arguments. trouver, ces discours, c'est génial. C'est incroyable quand on parle de. C'est vrai, je suis vraiment pixelisée, ça vient vraiment de Discord, je suis navrée. Hein, Tu crois que c'est Discord, hein, c'est Ouais, pas- je pense que c'est pas mal cool. Discord. Je t'entends très bien pour le coup, Est-ce mais, que tu veux mais qu'on relance l'appel ou... bah, je voudrais pas. Ouais, si on peut essayer, remarque, allez. On tente. On tente, tentons. Hop. Et attention, la magie d'internet. Ah non. Et hop. Ah, tu n'es plus pixelisé. Ah, je ne suis plus pixelisée. Et Ok, hop, tu m'envoies ravi. c'est bon. Ah ben alors, si tu t'envoies ravi, c'est fort de bonne loi. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Et oui, et du coup, tu rigoles, mais c'est exactement ça. À l'époque, on pensait que la France allait s'effondrer économiquement parce que c'est vrai que les foyers avaient à cette époque-là bien plus d'enfants et que le travail des enfants paraissait absolument nécessaire en fait pour la sauvegarde de la famille de la santé économique de la famille, quoi. Et du coup, on pensait vraiment que ça allait être une catastrophe. Et alors, on s'est battu, mais j'avais étudié l'histoire du droit du travail et je m'en souviendrai pas dans le détail, donc je pourrais pas vous parler hyper longtemps de ça non plus, mais ça a vraiment pris des années et des années parce qu'il y avait une complaisance par rapport aux gens qui devaient contrôler en fait que les enfants travaillaient pas plus de tant de temps ou pas dans les mines ou pas ce genre de choses. Et ça a vraiment pris, c'était vraiment un combat, mais qui a été acharné. Et on disait que c'était pour des raisons de santé publique, parce que du coup, il y avait aussi une mortalité infantile qui était assez forte. Mais non, ça ne suffisait pas, quoi. Le travail à tout prix, quoi. C'est vraiment, Et ce qui est ouf, c'est c'est vraiment que sympa. tu vois que les gens, en fait, non seulement ça n'a pas été de soi, c'est-à-dire, d'ailleurs, tout ce mythe autour de, en fait, genre, il y a des députés, ils sont arrivés, ils ont dit, oh, quand même, c'est pas très bien de faire travailler les enfants, et ils sont super gentils, ils ont fait des lois. Non, il y a vraiment des gens qui ont dû... Ah, ok. Ouais, voilà, qui ont dû se bagarrer, mais genre comme des oufs pour juste que les Ouais. enfants travaillent pas, tu vois, genre, c'est même pas C'est pour... ça. tu vois, une utopie, quoi. Tu vois, pareil, c'est comme il a fallu qu'il y ait des catastrophes minières avec 300 morts pour dire, attendez, on pourrait pas passer des lois genre... Ouais, Enfin, tu vois, c'est ça, les mecs c'est ont ça. risqué leur vie, voire des gens sont morts pour faire appliquer des trucs qui sont juste de la pure décence, quoi. Oui, non, Enfin, tu vois, complètement. c'est quand même un truc de ouf, quoi. Ouais, complètement. Et surtout qu'en plus, les premières étapes, c'était pas seulement, on n'a pas complètement interdit le travail des enfants, hein, faut pas déconner, hein, on y allait tout petit à petit, hein. On a commencé par baisser le temps de travail, à interdire le fait que les enfants travaillent dans les mines, ce genre de choses. Enfin, c'était pas non plus éducation pour tous jusqu'à 16 ans et puis on discute pas, quoi, hein. Donc tu te dis, bon, on a quand même fait pas mal de travail, mais ça a pris le temps, quoi. Ouais, mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que tu retrouves quand même les mêmes arguments. Ouais. Et tu te dis... Moi, en fait, ce que je trouve dingue, c'est que Maintenant, c'est genre... tu vois, tu vas avoir tous les éditorialistes ou les Raphaël Antoven qui vont te dire... oui, mais non, écoutez, c'est le débat démocratique qu'il faut tout faire avancer, voyons, on n'est quand même pas des méchants qui veulent faire travailler des enfants. Mais en fait, vous êtes les mêmes gars que les gens contre qui on a dû faire des méga grèves juste pour pas que les enfants travaillent, quoi. Genre, à un moment donné, il y a un héritage comme... Enfin, vous revendiquez comme de politiciens et de penseurs qui sont des gens qu'on a quand même dû assez bousculer pour juste faire des trucs qui sont que maintenant personne dirait le contraire. T'as l'impression qu'en fait, en gros, tu gagnes un truc en te battant comme un chien, et après, t'as toujours les mêmes mecs qui vont te dire, ok, bon, ça c'est bon, vous l'avez, on reviendra pas dessus, mais par contre, demandez pas plus, là c'est bon et tout. Et à chaque étape, je trouve ça fou, quoi. Exactement. Puis ils renouvellent pas leurs arguments, c'est ça qui est terrible. Non, ouais, c'est tout. C'est vraiment toujours les mêmes, ouais. C'est vraiment toujours les mêmes. Et le truc, justement, sur le côté historique de ça, c'est que... Enfin, ça a été pas mal relevé, ce truc tous les trucs modernes, genre Uber, la flexibilité, etc. et tout. En fait, si tu le... Enfin, je sais pas, moi c'est mon analyse, t'as peut-être pas la même, tu la trouves peut-être caricaturale, mais c'est... Enfin, c'est mon analyse, elle est pas à moi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais en gros, c'est complètement un retour en arrière, mais genre littéralement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est revenir à une époque qui a existé, où en fait, il n'y avait pas de contrat. C'était juste... t'étais payé à la tâche, tous les travailleurs étaient complètement individualisés. Enfin, les mecs de Uber, c'est des canuts, quoi. Genre, c'est vraiment littéralement le droit du travail des canuts, quoi.
Non, puis C'est... en plus, nier qu'il y a un lien de subordination et tout ça, alors que complètement il est là. En fait, il est clairement la carotte du genre non, mais c'est juste pour augmenter leurs revenus de façon ponctuelle et tout ça, machin, et ils font ce qu'ils veulent, alors que t'es viré de l'appli si t'as pas fait un certain nombre de courses depuis je sais pas combien de temps. Euh, Quelle est cette carotte qu'on a laissé prospérer en fait? Hmm. C'est vraiment aberrant que ça ait pu passer. Et je me dis, putain, mais les juristes de chez Uber, soit ils ont tenté un coup de poker en se disant, bon, ça passera jamais, mais on tente. Soit ils connaissent des gens, je sais pas. Mais en vrai, je trouve ça hallucinant. En fait, il y a 10 ans, on aurait dit, enfin, je sais pas depuis combien de temps ça existe, Uber maintenant, mais on aurait dit, on va arriver vers ça. On aurait dit, oh, quand même pas. Là, le droit du travail, il est pas du tout respecté, mais genre dans la base, quoi. Hmm. Et pourtant, Et justement, si on reprend l'histoire du droit du travail, ce qui est ouf, c'est qu'on va dire que justement le droit du travail, le code du travail, c'est trop lourd, c'est pas adapté à la société moderne, il faut évoluer, tu vois, cette espèce tu vois, d'injonction d'évolution. Alors qu'en fait, objectivement, ce qui est un retour en arrière, ce qui est de l'ancien temps, c'est les entreprises type Uber qui reviennent vraiment, mais genre, je ouais. vois même pas la différence en fait. Si la différence, c'est qu'il y a une appli, quoi. Mais c'est tout, sinon Et c'est. ça change tout. Genre, t'as une appli au lieu d'être place de la grève, genre qui veut bosser, on a besoin de 15 mecs pour porter des caisses, moi, enfin, en fait, c'est vraiment. C'est ça. Non, pas toi, parce que toi tu fais des grèves, t'es chiant. En plus, tu parles mal. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Genre, on est revenu à ça et c'est vraiment vendu sur un. Enfin, tu vois, qu'est-ce que t'en penses justement de comment dire, l'évolution historique du droit du travail et de son rôle là-dessus? C'est un peu vaste comme question, mais. Ouais, je saurais pas trop par où commencer. Tu me poses une sacrée colle. Ouais, désolé, c'est un sujet qui Non, me. t'inquiète. Non, mais c'est super intéressant en fait. Mais en fait, surtout la question qu'on devrait se poser, c'est à quel moment en fait les gens sont tellement dans une précarité économique et galèrent tellement à trouver du boulot qu'ils acceptent des conditions. Il y a aucune culpabilisation quand je dis ça, hein, mais qu'ils acceptent des conditions de travail pareilles en fait. Et c'est pas de leur faute du tout parce qu'on va pas en vouloir à quelqu'un de faire tout ce qu'il doit faire, enfin tout ce qu'il peut pour gagner sa croûte. Évidemment que non, parce que bon, j'étais quand même plutôt côté salarié dans mon affaire, donc ce serait très malvenu de ma part de dire ça. Mais je me dis, ça en dit long sur ce que les gens sont prêts à sacrifier pour un peu de thunes. Parce que clairement, pour gagner ta croûte avec Deliveroo, Uber Eats, ce genre de choses, t'as intérêt à faire un sacré paquet de courses en fait. Moi, quand je vois des fois les prix de certaines courses où je me dis, ils traversent la moitié de Paris pour même pas 10 balles, t'as l'essence, t'as la voiture, le prêt de la voiture, machin et tout ça. Je dis, mais comment est-ce que tu peux rentrer comment est-ce que t'es pas déficitaire dans ce truc-là et comment est-ce que les gens en sont à un stade de précarité qu'ils acceptent des conditions pareilles. Mais ça vaut pas que pour l'ubérisation, ce raisonnement-là. Il vaut pour plein Oui, de je tafs prends qui l'exemple sont... du grand Satan emblématique. Ouais. Parce qu'on dit même ubérisation, etc. Quoi, pour un peu tout, mais oui, c'est pas forcément que Uber. Oui. Mais du coup, en termes de. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Non, parce que j'avais une question, hein, tu peux. Non, vas-y, pose ta question. Est-ce que ça, ce genre Uber ou tu vois, ou même j'en sais rien, tu vois, Airbnb ou ces trucs-là, est-ce que, enfin bon, c'est pas tout à fait du travail, ça concerne plus l'immobilier, mais ces logiques-là, est-ce que juste c'est légal? Ou est-ce que c'est une zone où c'est illégal, mais c'est pas, on n'a pas la force pour leur taper sur les doigts? Ou est-ce que c'est un vide juridique? C'est très compliqué. Airbnb, il me semble qu'il y a plusieurs villes, comme Amsterdam, je crois, ou Bruxelles, je sais plus, ce genre de villes, qui ont commencé. Madrid, je crois qu'il y a un gros problème en Espagne par rapport à ça. Il y a un très gros problème. Ouais. On a commencé à vouloir limiter le nombre de Airbnb dans les villes. Et du coup, si on est en train de doucement d'encadrer ça, en fait. Mais... Ouais, mais là coup, c'est pas que c'est déclaré illégal Enfin, si je dis pas de bêtises, dans le cas des villes qui décident de faire ça, j'ai plus... Enfin, moi, dites-moi sur le chat si j'ai une connerie là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est plus des villes qui disent nous, on a décidé que non. C'est tout, mais tu vois, c'est juste de la volonté politique. Non. Et que c'est juste non. Mais que c'est pas vraiment en fait, c'est illégal. Tu vois, c'est eux qui décident que non, vous avez pas le droit. Mais c'est pas vraiment que dans la loi, déjà, il y a un truc qui fait qu'on peut les condamner. Après, il y a des choses dans lesquelles on peut les condamner, notamment
Pour l'aspect, genre il y a plein de locataires qui font du Airbnb et du coup Mhm. c'est de la sous-loc de la sous-location qui est pas déclarée. Du coup aussi tu peux les choper comme ça. Mais non, après un propriétaire il peut faire ce qu'il veut de son bien. Ouais, mais tu Mais vois justement que c'est abusé tu vois l'exemple il est ouais. abusé quoi. Parce qu'en fait c'est les locataires ils ont pas le droit. Alors OK, c'est la loi et tout, mais bon, c'est quand Sauf même si le propriétaire est d'accord, hein, parce qu'on ouais, peut faire une sous-location, c'est possible. Mais bon, généralement la sous-location elle est pas autorisée par le propriétaire, hein. C'est ouais. rare en tout cas. Mais en plus problème principal, c'est les propriétaires qui ont 50 trucs et moi j'ai déjà été dans il y a pas longtemps, on a été dans un Mais ils ont travaillé Airbnb, toute leur c'était vie. ouf. Oui, toute leur vie. Et le mec, il avait tout l'immeuble et en fait, juste c'était des chambres d'hôtel et il y avait même des codes Ouais. portes et tout. Pareil, les mêmes partout, les mêmes sets, tu vois, de tout. Genre, c'était un hôtel en fait. Genre, c'était un putain d'hôtel. Et tu vois, ce genre de truc, je me dis, mais attends, mais c'est illégal ça? Et en France, hein, c'était en France, tu vois. Je Mmh. me dis, mais en gros, ma question c'est, est-ce que la loi, justement, est pas adaptée Mmh. et il joue du coup sur un vide juridique, ou est-ce que juste elle n'est pas appliquée, quoi? Je sais pas si t'as des. Pour le cas de Airbnb, je voudrais pas me prononcer parce que vraiment, j'ai pas de réponse à cette question. Je pense qu'il y a des lois parce que c'est vraiment, on sort du droit du travail, sauf si la personne, elle emploie des gens vraiment de façon un peu chelou, sans structure, faisant des choses genre au black. Là, je pourrais te dire que c'est pas légal, mais ça me paraît évident. Mais pour le coup, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des règles qui imposent justement, au bout d'un certain nombre de biens, d'avoir une structure, dans les choses, parce que tu as quand même un max de fric. Du coup, il faut que tu aies une société. Du coup, il faut que tu gères Enfin, ton bien, c'est plus ton bien personnel, c'est un bien qui est rattaché à la société. Donc ça, je suis pas sûre que tout le monde le respecte. Donc je pense qu'en fait, il y a plein de gens comme ça qui font ce genre de trucs. Il y aurait moyen de les choper parce que je suis sûre qu'ils respectent pas le droit d'une certaine manière. Mais après, sur quel point précisément, je pourrais pas te dire en détail parce que Mhm. Ouais, ou pour Uber, c'est il y a le cas des Uber qui des fois, enfin je sais pas si c'est Uber ou Deliveroo ou quoi, des fois ils se font retoquer sur genre, ben non, en fait vous devez requalifier vos livreurs en contrat. En contrat de travail, ouais, il y en a eu quelques-uns en France, hein, si je dis pas de bêtises. Et moi, la grosse question que je me pose, c'est est-ce qu'on va tolérer ou est-ce qu'on va avoir une requalification massive et une requalification en contrat de travail, ça peut vraiment couler certaines boîtes, hein, franchement. Et du coup, comment Mais ça se passe? Ça veut dire qu'il y a un tribunal qui a décidé que bah ouais, votre truc c'est pas légal et du coup faut tout requalifier? ouais, en fait, on va considérer, en fait, tout contrat de travail doit être écrit. Enfin, non, plus exactement, en fait, le seul contrat de travail qui ne peut pas être écrit, c'est un CDI. Tous les autres doivent être écrits, donc CDD, intérim, machin, hein, mais tout ce genre de choses. Et du coup, là, quand il y a un truc qui est un peu casse-gueule comme ça, tu vas requalifier en contrat de travail avec du droit des congés payés, du droit des indemnités, de licenciement si jamais on t'attège, ce genre Mhm. de choses. Du coup, ça peut coûter extrêmement cher à une boîte, mais vraiment, moi j'ai vu des sommes délirantes de requalification en contrat de travail quand je travaillais en cabinet d'avocat. C'était des trucs qui pouvaient dépasser 70 000 euros de prétention, tu vois. Mhm. Enfin, des trucs, tu te dis, t'en as pas beaucoup des boîtes qui peuvent encaisser une telle charge. Et surtout, bah, une boîte comme Uber, si t'as une requalification au contrat de travail, euh, tu vas pas en avoir qu'une seule. Ouais. Ouais, mais c'est ça, comment ça Donc se fait bye bye que Uber, quoi, hein, ça soit pas requalifié au niveau national? Enfin, je sais pas justement comment ça marche Bah, juridiquement, ça. ça, franchement, je sais pas. Je suis en train de voir justement qu'il y avait une Mm. décision du 10 janvier 2019 qui avait été requalifié le contrat de travail avec un ancien chauffeur Uber, justement, par la Cour d'appel de Paris. Donc, on est quand même à un niveau. Il y a 3 stades. Donc, il y a les prud'hommes qui vont avoir déjà une petite autorité. Mais quand ça passe en la Cour d'appel de Paris en plus, mais Cour d'appel, on commence à donner de la force un peu à la décision. Ok, ouais. Et même si tu peux avoir une décision qui peut être très emblématique au prud'homme, mais cour d'appel, ça va un peu solidifier le truc, on va dire. Et le Graal, c'est d'arriver jusqu'en cour de cassation, où là, ça commence vraiment à être la merde. Et du coup, je me demande pourquoi cette personne s'est fait requalifier son contrat de travail et qu'on n'a pas eu un afflux de demandes massif derrière, en fait. Ah ouais. C'est la vraie question. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas un bail aussi que certains livreurs, par exemple, ne veulent pas être requalifiés en contrat de travail? Ah non, ça c'est fort possible parce qu'il y a des gens qui doivent sûrement se satisfaire d'avoir seulement, je sais pas, 100 ou 200 euros parce qu'ils n'ont pas besoin de plus. Mais après, pour le coup, les chauffeurs Uber, il y en a quand même énormément qui travaillent
à temps plein ou quasi temps plein en Mhm. tout cas. Donc ouais, j'aimerais bien trouver la justification. Ça, c'est un truc qui m'enquiquine sur les sites. Les sites qui parlent de décision juridique, c'est qu'ils ne mettent jamais la décision de justice sur laquelle ils se basent. Donc on a un journaliste qui a une interprétation personnelle, mais qui n'est pas forcément l'explication Ah oui, juridique en pas fait. tout à fait à voir, mais je sais pas à quoi tu répondais exactement, Docteur Emixa, mais effectivement, ça c'est un pro tips très utile que j'ai appris. Si tu n'as pas de contrat écrit, effectivement, tu as un CDI à temps plein, félicitations. Oui, Ils sont tout obligés de à le fait. requalifier, ouais. Ouais, ça c'est Normalement, un ouais. pro tips. Je crois qu'il y a un truc avec les CDD aussi, comme ça. Genre au bout d'un moment, s'ils te refilent trop de Les CDD, CDD, bah, tu il peux faut leur pas les dire, bah non, je suis en requalifier. CDI, connard, et puis voilà. Bah, au bout d'un certain nombre de renouvellements, oui, tu passes Mm. en CDI Bon, c'est automatiquement. vrai Enfin, que en tout cas, il souvent, faut on dit, respecter non, une mais lui, période de il est carence. nul, et ça fait Moi, le nombre de ça fait CDI ça. auxquels j'aurais pu prétendre, putain, Bah ouais. je me dis pas. Mais justement, là, ça parlait de zone grise. Moi, en fait, ça, c'est un truc qui m'intéresse, parce que après, je comprends rien. Voilà, tu vois, le fonctionnement de. Tu vois, je comprends même pas qu'il y ait un livreur qui est requalifié, etc. Enfin, et pas les autres, et puis pourquoi pas au niveau national, mais ça, Parce c'est que parce que lui, je il a comprends fait pas une... la logique, mais Ah oui, d'accord, c'est ok, juste bah, je vais par mes connaissances, quoi. Mais- Je vais reprendre la base. Du coup, en fait, toi, ton contrat de travail, si t'es chauffeur Uber, tu travailles à temps plein et que, par exemple, t'as pas bossé depuis 3 mois, par exemple, et tu te fais têche de l'appli ou ce genre de choses, bon, on peut dire qu'il y a quand même plus ou moins un lien de subordination qui est quand même plus ou moins déguisé Ok. et que ça peut s'apparenter à un genre de licenciement, en fait. Euh, voilà, tu te fais têche. Toi, tu vas essayer de régler ton cas de ton côté, ton cas qui est personnel. Donc, tu vas aller voir un avocat et tu vas aller au prud'homme porter ta décision. Mais c'est pas pas parce que les prud'hommes ont condamné Uber à cette décision-là qu'ils sont obligés de le faire pour tous les autres. Parce que ton action, elle est individuelle, en fait. C'est toi qui vas au prud'homme, en fait, pour Ok, ton ouais. contrat à toi. Tu Je viens portes de voir pas... Deliveroo, ouais, vous parlez de Deliveroo sur le chat, effectivement, j'ai l'impression que... Parce qu'il y a 5 jours, ça a été le cas pour un livreur, effectivement, de Deliveroo. Ah, il y a 5 jours. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc, je ne suis pas j'ai à un la article du page. Monde, mais je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Ouais, d'accord, ok. C'est suite à une demande d'un livreur. Oui, voilà, c'est ça. Donc après, Uber a intérêt à changer ses conditions s'il veut pas voir un afflux de demandes de leur côté, mais il y a des choses où le mal est déjà fait, en fait. Donc quand il y a une décision comme ça, à condition d'avoir un minimum de moyens pour avancer les frais d'avocat, ce qui n'est pas toujours le cas, ça me semble pertinent de s'engouffrer dans la branche, en fait. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de juristes qui ont envie d'afficher ce genre de choses, hein. Hmm. Donc... J'aimerais bien trouver la décision de Deliveroo. Parce que je me Condamné dis au que peut-être prud'homme. un truc qui manque. Alors là, bon, là, je vais partir sur mon domaine qui est plus politique, mais j'ai l'impression que dans le discours politique, sur cette idée que, oui, le droit du travail, c'est un truc poussiéreux et c'est pas adapté au monde moderne. En fait, je me dis que au lieu de se dire juste on conserve nos acquis, on devrait peut-être développer le discours de dire oui, c'est vrai, effectivement. D'ailleurs, il y a trop de zones grises pour que Bon, c'est vrai que vous souvent, faites on que dit, de la on dit, merde il est avec. nul, et ça te fait Donc, remarquer. effectivement, on va moderniser le droit du travail. À partir de maintenant, ce que vous faites, c'est illégal. C'est clair, c'est marqué. Voilà, ça vous va, ça c'est moderne, ça. Maintenant, voilà. Maintenant, vous requalifiez tout le monde en CDI, c'est tout. Tu vois, je me demande s'il n'y a pas aussi une histoire réelle oui, effectivement, on devrait moderniser le droit du travail pour l'adapter à toutes les saloperies qu'on nous sort. Qu'on nous sort en face, tu vois. Justement, en grugeant en utilisant des zones grises, en utilisant des petites nouveautés, parce que pour trouver des trucs inventifs, ça, ils ont les moyens, ça, y a pas de souci. Alors que nous, on a 2000 Pékin à l'inspection du travail en France. Tu vois, est-ce qu'il faudrait pas justement 250, dire, s'il oui, te plaît. effectivement, le monde change, et il change pas dans un sens qui est terrible, et qui est plutôt un retour en arrière, donc voici des nouvelles lois. Voici des nouveaux droits du travail. Tu vas faire une assemblée générale place de la Alors, c'est vrai République que et puis souvent, hop, on dit, on non, mais proclame il est le nouveau nul, code ça du te fait travail mal. du coup. Ouais. Non mais là, évidemment, je tiens le discours un peu général et caricatural, mais- mais tu vois, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le discours aussi de juste dire, nous on défend des acquis et eux en face ils sont modernes, tu vois. C'est Ouais. Ben, en fait, le gros problème, c'est que ouais, on devrait être dans une pente ascendante où on ne fait qu'avoir des droits supplémentaires et tout ça, là où en fait c'est l'inverse qui se fait, où notamment, bah, par exemple, l'ouverture du travail, cette brèche qui était l'ouverture du travail le dimanche, qui aurait dû être cantonnée bah, éventuellement la restauration, bah, tous les trucs qui ne peuvent pas s'arrêter comme les hôpitaux, ce genre de choses. Bah, le tourisme, Euh, ouais, donc, ouais. Ouais, le tourisme, Mm. ouais. Moi, je vendais des fringues, quoi. Qu'est-ce que les gens, ils vont s'acheter des fringues le dimanche, quoi, Ah oui, franchement, enfin. ok, t'es le dimanche.
Ouais. Alors moi j'étais contente parce que dans Pour mon aider cas les dirigeants j'étais payée d'aujourd'hui double, à donc ça m'allait interroger très le bien. monde de Mais en demain, fait, on si a j'étais interrogé contente ceux d'être qui payée feront double, demain et qui c'est sont parce encore que bah, jeunes aujourd'hui. c'était le coût du travail n'était pas assez élevé en fait. Enfin, mon travail n'était pas assez payé. Sinon, Hmm. je me serais jamais battue pour travailler le dimanche. Mais bon, bref. Et du coup, c'est vrai qu'on est plutôt dans une logique, on essaie de conquérir de plus en plus de droits, on essaie de limiter la casse en fait. Et je sais pas du tout comment renverser cette tendance. Parce que la casse, même quand on se mobilise très très fort, elle est là en fait. Hmm. Et du coup, je me dis, on veut essayer de sauvegarder au maximum, on n'y arrive pas. Donc comment est-ce qu'on peut réclamer des choses qui sont encore plus contraignantes alors qu'on n'arrête pas de nous mettre dans le crâne et que les gens l'ont complètement intériorisé malheureusement, que effectivement il faut faire la carpette devant ses droits pour essayer de préserver son taf à tout prix en fait. Hmm. Je sais pas trop où je vais avec cette réflexion-là, mais en fait, je Mais suis si, très justement, je pense pessimiste. que c'est un vrai, t'as raison, c'est un vrai enjeu, hein. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Moi, je pense que c'est vraiment un enjeu très compliqué. Et justement, les gens ont tendance à. Il y a quand même eu beaucoup, depuis des dizaines d'années même, tu vois, le discours de dire bon, on n'a pas le vent en poupe, on est plutôt on va essayer de limiter la casse justement, donc faut pas trop en Mm. demander. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'il faudrait tenir le discours inverse, c'est-à-dire qui est de dire non, 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 faut réclamer des trucs. Il faut Mm. faire des contre-propositions en fait. Faut mettre un contre-modèle parce que je comprends la logique de dire bon, si déjà, tu vois, comme quand on a fait le mouvement CPE contre la loi pendant le CPE, car je suis vieux, on Moi, avait, j'étais un bébé à l'époque. nous, on était trop vénères à la fin que le mouvement s'arrête juste parce qu'ils ont enlevé le CPE qui était un des articles en fait, qui était de l'article Oui. emblématique. Mais en fait, en vrai, il y a eu une régression quand même à ce moment-là, Mm. alors qu'on a gagné, ce qui est quand même pas souvent. Oui. Je me rappelle les vieux militants, moi je me rappelle des vieux militants qui arrivaient avec le champagne quoi, qui étaient là genre non mais attendez c'est trop bien, tu vois. Genre vous avez Mm. empêché un truc, tu vois. Vous avez Mm. empêché un truc terrible. Mais je me demande si c'est pas juste hyper déprimant en fait et que ça démobilise vachement quoi. Plutôt Si, que si. d'avoir un truc positif, de dire on fait des lois là-dessus, on réclame des droits là-dessus, etc. quoi. Ouais, non, c'est un peu une pente, ouais, une pente triste parce que je suis très abattue aussi en fait. Je sais pas, j'ai pas de solution à ce problème-là. Juste un constat d'échec global en fait, et qui va clairement pas dans le Mm. bon sens puisque on se rend compte que, enfin, moi je pensais vraiment pas que un pays pouvait autant se mobiliser pour les retraites. J'avais l'impression qu'il y a 10-15 ans ça aurait été possible. Et quand je vois vraiment les mouvements de contestation, franchement, moi qui vis en région parisienne, la grève. Elle m'a vraiment emmerdée, tu vois. Et je me disais, tant mieux, hein. Franchement, tant mieux qu'elle m'emmerde, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font grève, tu vois. Mm. Et je pensais pas voir un tel mouvement qui dure encore. Il y a encore des perturbations, des fois, sur les lignes de bus, ce genre de choses, ou les métros. Donc ça dure. Je pensais pas que c'était possible. Mais n'empêche que tu vois bien que le gouvernement, ben, de leur côté, ben, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Hein. Ah bah oui, mais parce que de toute façon, Si, ils ont retiré l'âge pivot. Oui, Tu sais, ce ça truc-là. c'était le truc qu'ils avaient rajouté exprès pour pouvoir l'enlever. C'est un DLC, tu sais. Oui, c'est ça. C'était Oui, le oui. DLC. Ils ont désinstallé le DLC. On dit, non, mais en fait, le DLC, c'était pas la Ok. question. Nous, c'est le jeu Electronic Arts dont on veut pas. Ce que je trouvais génial là, j'avais jamais vu ça dans les mouvements avant, c'était genre quand ils ont parlé de l'âge pivot, t'as tout le monde qui est parti en mode attendez, c'est complètement un truc que vous avez mis pour que la CFDT, dans 2 semaines, vous allez l'enlever et la CFDT va se retirer du mouvement. C'est ça. Et en fait, ils ont attendu un peu longtemps. Tu vois, ça faisait un peu genre regarde, c'est grillé, bon, on va le faire, mais on va le faire un mois plus tard. Non, non, c'est pas du tout ça qui était prévu. C'était exactement ça. Ça, c'était et très ça drôle, m'a parce qu'en assez fait, tout le monde l'a vu, surprise, quoi. Ouais, c'était assez surprenant que justement, les gens étaient un peu en mode bon, vous me l'avez fait un paquet de fois, cette fois-ci ça passe pas. Mais vraiment, genre, personne n'a été dupe en fait. Je sais pas si c'est un effet bulle ou quoi, mais j'ai vraiment Si, sans l'impression doute que. aussi, oui. C'est possible, ouais. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une unanimité sur la question là-dessus. Mais ouais, pour revenir à la question de comment faire pour faire des contre-propositions, c'est vrai que s'il y a quelqu'un en face de toi qui te fait toujours des propositions et toi qui es que dans une solution de refus ou d'acceptation et que tu fais pas de contre-proposition, tu vas quand même avoir un rapport de force qui va se mettre en place en fait. Mais comment ne pas capituler quand tu vois qu'on demande juste, ouais, on demande déjà pas plus, on veut déjà juste que le droit soit respecté. Comment est-ce qu'on peut mettre des sujets sur la table comme, je ne sais pas, le salaire à vie, la semaine de 30 heures, imaginons, une 6e semaine de congé payé, enfin, ce genre de choses qui pourraient être des propositions très fortes, très dures à porter parce qu'elles sont très ambitieuses. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là de mobilisation
quand les gens se sentent déjà pas écoutés pour des choses assez, je vais pas dire anodines, mais des choses qui sont bien plus simples à mettre en place, en fait. Mais justement, je me Je demande sais si pas. ça remobiliserait pas, tu vois. Enfin, justement, tu vois, c'est Bah, plus... je vois ouais, je vois ton truc, et peut-être. Bah, en fait, tentons, j'ai envie de te dire, tentons. Et sachant qu'en plus, là, tu dis, c'est vrai que c'est rentré dans la tête des gens, enfin, quand même... C'est vrai on est à un niveau Enfin, la victoire idéologique du libéralisme est quand même... Enfin, c'est Mm. vraiment dans les têtes de tout le monde, quoi. C'est vraiment... Et puis c'est dans la vie de tout le monde, de chacun, quoi. Genre, c'est vraiment partout, à chaque truc que tu fais, quoi. Ils ont tout Mm. gagné Même sur des le gens mode de très vie, quoi. précaires, ouais, qui défendent ça, qui ne comprennent pas que le problème vient d'eux, enfin de ce libéralisme-là qui les Mhm. tue, en fait. Moi, c'est vraiment, Mais c'est que ça les me gens rend aussi dingue. prennent pas forcément le temps d'y penser, tu vois. Ah non, non, mais complètement, ouais. Complètement, Parce que les gens ont d'autres c'est... choses à foutre. Mais j'ai l'impression que quand les gens, en fait, quand les gens s'y mettent, genre quand ils sont un peu obligés d'y penser, eh Mm, ben ils arrivent assez vite à des conclusions. Tu vois, genre les gilets jaunes commencent à bouger très très vite mm, sur des questions politiques, même si bon, il y a des particularités parce que t'as le côté beaucoup de revendications démocratiques, le RIC, etc. Mais mm. enfin, tu vois, c'est pas, tu pars de putain, mais en fait, j'en peux plus là, vous m'augmentez encore le prix de l'essence, vous faites chier. Et les radars et tout, ça fait chier, etc. Tu Mm. pars de ça, et en fait, au bout d'un moment, t'arrives à te dire, non mais en fait, enfin, ça va pas, quoi. Enfin, genre, C'est le vrai. problème, c'est pas cette taxe-là, c'est ce qu'elle... c'est la cerise sur le gâteau, et les gens sont... Leurs revendications, tu vois, ça arrive au RIC, quoi. À partir d'une Oui, c'est taxe sur vrai. l'essence, quoi. Donc, C'est vrai, ça a fait un espèce de déclenchement après de revendication, et c'est peut-être pour ça aussi que le mouvement donnait un aspect plus positif, qui n'était pas que dans la contestation, mais vraiment ouais, dans le combat, marcher pour ses droits, pour des nouveaux droits et tout. C'est vrai que c'est peut-être plus optimiste et fédérateur que juste le rejet brut. Et j'ai envie de te dire, au point où on en est, Tanton, j'ai vu la blague Tanton et Robespierre, elle m'a fait rire. T'entends le Robespierre. Mais ouais, ouais. Mais oui, tu vois, tu dis le salaire à vie et trucs comme ça. Bon, enfin, tu vois, même sans aller jusque-là, Friot, lui, c'est un des trucs qu'il revendique, lui, c'est de dire Oui, on perd parce que Alors, je sais pas s'il a raison, hein, mais il dit on perd parce que on n'a pas de contre-proposition, en fait. ouais. Et tu vois, lui, Non, mais typiquement, il c'est... a un truc, c'est genre sur justement le code de travail et enfin, le contrat, en fait. C'est que lui, il refuse le truc de dire ah, le salariat, c'est mal, en fait. Parce que lui, il leur situe historiquement en disant le salariat, c'est un. Enfin, le salaire, c'est une conquête, historiquement, Mm. de droit du travail, en fait, justement. Parce qu'en fait, c'est le fait de dire ok, on a un rapport de subordination. Donc, déjà, on le marque. C'est marqué dans le code du travail, Mm. ce que tu disais au début. Et nous, on négocie un truc en face. Mm. C'est-à-dire que, ok, tu nous achètes notre temps de travail, nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, et c'est marqué. Et il y a une loi, et justement, c'est le droit du... Enfin, tu vois, c'est le droit du travail. Quand tu vois Mm. ici, je suis à Lyon, t'as les canuts, c'était ça. C'est-à-dire que c'était... En fait, les mecs, ils bossaient tous indépendamment. En plus, ils avaient leur outil de travail à la maison, etc. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, mais en fait, on se fait tous baiser indépendamment, alors qu'on a, on a tous les mêmes conditions de vie, et on traite avec les mêmes gars. Donc à un moment donné, il nous faut une bourse pour les prix, il nous faut des droits, il nous faut des mutuelles, etc. Il faut qu'on les négocie collectivement, quoi. Mm. Et ça, Mm. tu vois, c'est une proposition qui est justement pas en... Enfin, c'est un contre-modèle, quoi. C'est-à-dire que tu vas dire, non, on veut des trucs en plus. Non, non, ça paraît être une solution qui est, ouais, qui est peut-être plus reluisante. Ouais, enfin, je suis assez d'accord avec cette. En fait, tu vois, ce qui est fou, c'est que je me rends compte que c'était presque un truc qui me venait plus en tête, tellement, ouais, tellement on est abattu. Et maintenant, tu me le dis, je me dis, bah ouais, mais en fait, pourquoi est-ce on tend pas plus vers ça Mm. actuellement, en fait? Et tu me prouves par A plus B que effectivement, c'est déjà un peu le cas avec les gilets jaunes qui tentaient de proposer des choses et tout ça. Où est-ce que je voulais en venir et, euh, et ouais, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. J'aimerais bien voir ce que ça donne, en fait. Que les gens se mobilisent pour des nouveaux droits. Ce serait vraiment... En plus, je suis sûre qu'il y a plein d'idées. Le salaire à vie, c'est peut-être quelque chose qui est très, très ambitieux dans une phase où les gens ne se battent plus justement pour recommander des droits. Et là, on demande quelque chose qui est vraiment... Il y a un travail de fond à faire et de réflexion qui est très, très profond sur la valeur du travail, sur ce que c'est, sur... voilà. Mais ne serait-ce que, je sais pas, on pourrait dire, par exemple, un congé paternité qui est plus long. Ça me semblerait être un droit avec lequel pas mal de gens s'accorderaient, qui me semble pas remettre en question tout un modèle économique d'emblée. C'est pas que je suis contre remettre le modèle économique en place,
Mais le congé paternité, ce serait peut-être une belle chose, à la fois pour la lutte pour le droit des femmes, pour le droit des salariés tout court, et pour refédérer autour d'un objectif commun, en fait. Ouais, je pars sur le congé paternité, du coup. Ouais, très bien, très bien. Je précise juste un truc pour le chat sur le salariat. Oui, j'aurais pas dû prendre cet exemple-là parce que ça demanderait d'aller un petit peu plus loin. Oui, évidemment, le but, c'est pas la fin des fins, c'est pas on reconnaît qu'on se fait exploiter et c'est super. C'est pas ça. C'est évidemment, après, le but, c'est qu'il y ait plus de relation de subordination dans le travail. Mais là, je citais Frio, et chez Frio, le salaire, il continue à exister. En fait, le salaire, c'est la rémunération de ton travail, en fait. C'est la reconnaissance de ton travail. Donc, en fait, il existe même une fois que tu n'as plus de rapport d'employé à patron. En fait, donc, il n'est pas contre le salaire dans ce sens-là. Bref, on va pas partir là. J'aurais pas dû prendre cet exemple parce que ça va pas. Tu n'arriveras pas à synthétiser Frio en 5 minutes. Voilà, ouais. Je précise juste pour les gens qui disent sur le chat, je ne dis pas et Frio ne dit pas que être exploité par un patron avec un contrat et un salaire, c'est super bien et que c'est la fin du monde, quoi. Et que c'est la fin de l'histoire, quoi. Bref. Oui, le congé paternité, oui, par exemple, oui. Mais ça, c'est du droit du travail, en fait. Ça relève du droit du travail. Ouais, c'est du droit du travail, ça, ouais, tout à fait. Les congés, le congé maternité et tout ça, c'est quelque chose qui est dans le droit dans le code du travail. Et le congé paternité, il y aurait toute sa place. Et moi, c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment en faveur et qui me semble pas inatteignable comme objectif, parce que très en phase avec ce discours où on dit que les hommes doivent prendre part aux tâches ménagères, notamment à l'éducation des enfants, qu'on lutte pour une égalité homme-femme. Et pour moi, l'égalité homme-femme ne se fera pas aussi sans ce congé paternité qui est ultra important. Après, il faut voir combien de jours. Est-ce qu'il peut le prendre au moment de la naissance, ou est-ce qu'il peut prendre au contraire en décalé après le congé maternité, par exemple? Ce genre de choses. C'est un truc qui me semblerait peut-être moins clivant comme première approche, pour un petit peu renouer avec l'idée qu'on peut lutter pour des droits et après passer de la vitesse supérieure, en fait. C'est peut-être un discours qui ne sera pas assez radical, pas au sens péjoratif du terme du tout, pour certaines personnes. C'est un exemple, ouais. Mais c'est un exemple qui me paraît pertinent, en fait. Moi, je vais me battre pour le congé paternité. Allez, hop. Très bien. Je connais pas du tout le dossier, mais... Ouais, tu vois, justement, alors, ça me fait penser à un truc. Désolé, à l'art de gâchette, truc super fun. Quand tu vois En fait, je trouve que le bout du bout de la logique, il a été montré par cette polémique autour du congé pour les parents qui ont perdu un enfant, là. Je sais pas si vous avez suivi ça. T'as suivi ça, un petit peu? Ah ouais, j'ai suivi. J'ai cru que c'était une blague, moi, au début. J'ai cru que c'était une blague. Je trouve que ça montre vraiment le bout du truc. Parce que c'est genre, en gros, leur argument est toujours le même, en fait. Ouais, mais ça a pénalisé les entreprises. Et du coup, même pour ça, tu vois. Genre, donc, en fait, ça prouve deux trucs. Ça prouve que, en fait, vous avez aucune limite à cet argument. C'est genre, en fait, même pour ça, c'est ça. Vous allez l'appliquer. Donc, en fait, faut arrêter. Faut juste arrêter avec cet argument, parce que c'est juste, vous avez pété un plomb. Ça vous fait péter des plombs. C'est un peu le chat perché, en fait. Hein. C'est vraiment... Ouais. C'est un truc de ouf. Et ça veut dire que, justement, là, il faut revendiquer des trucs. C'est-à-dire, genre, faut revendiquer, ouais, les parents qui perdent un enfant, faut leur aménager des congés, quoi. Genre, tu vois, c'est un truc en positif, c'est genre... Mais même ça, ils ont eu l'argument en face. Bon, ils se sont fait racler la gueule. Ils se sont fait recte par tout le monde. Enfin, vraiment, il y a eu une unanimité sur la question. Et pour que le MEDEF vienne mettre son nez dans le truc, bon, pour redorer son image, c'est une question de com aussi, on va pas se mentir. Hein. Bien sûr. Mais vienne dire, ah ouais, là, c'est un peu too much et tout ça, tu te dis, ah ouais, quand même chaud, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, ça concerne combien de personnes, des gens qui perdent des enfants heureusement, pas énormément, mais déjà trop, évidemment, mais ça va pas concerner un maximum d'entreprises et ça va pas pénaliser les entreprises. Alors après, il y a un truc qui est assez intéressant au droit du travail, c'est qu'il y a une possibilité de mutualiser les congés. Il y avait eu ce cas-là pour des enfants qui sont vraiment dans des sujets très très gays, mais des enfants qui ont des leucémies ou des cancers voilà, très jeunes à des stades très avancés. Il arrive qu'il y ait des salariés qui donnent leur propre congé de payé, qu'ils les offrent aux parents, voilà, qui a un enfant malade, pour qu'il passe du temps auprès de son enfant. Mais c'est un geste qui est, voilà, c'est un geste de solidarité qui relève du salarié. Donc lui, il s'assoit sur ce genre de congé, même si l'employeur des fois peut faire des gestes. En vrai, je trouve ça chaud en vrai. Enfin, justement comme exemple, je trouve ça chaud. Enfin, tu vois que on devrait pas avoir recours à ça. Non, ça devrait pas être la solidarité des salariés, et les salariés ne devraient pas s'asseoir sur leur propre temps de repos au bénéfice de quelqu'un. C'est très beau et louable comme intention, mais c'est vraiment très triste pour ces personnes-là qui, du coup, n'ont pas le droit à leur propre congé payé. Après, c'est une situation qui est
merci, assez marginal parce que bon, il y a des enfants malades, mais c'est pas des situations qui arrivent non plus, à toutes les entreprises. Mais est-ce que ça ne devrait pas être à la charge de l'État, éventuellement, de financer, je sais pas, un CDD pour remplacer la personne qui est, en congé, enfant malade, ce genre de choses, et pas à l'entreprise, éventuellement, ou à l'entreprise, voilà, mais pas la solidarité entre les salariés, en fait. Et c'était l'argument de l'REM qui disait ça, par rapport au refus pour les congés, pour enfants qui décèdent. C'était: «Oui, mais ils peuvent toujours, donner des jours de congé et tout ça, machin». Ah oui, mais attends, mais c'est les salariés, c'est sur qui ça repose, encore une fois. Donc Ouais, mais pareil, tu vois, si tu dis c'est l'État qui devrait le faire, alors je dis pas dans le cadre, tu vois, qu'il y ait des dispositifs pour des petites entreprises qui se retrouvent dans la merde s'il y en a. Ah, je Si, te tu parle vois, des petites s'il y a- entreprises, hein, ouais, je te mais tu parle vois, pas genre, s'il y a de... une entreprise genre de 4 personnes et il y en a un qui est hyper spécialisé, t'es obligé de le laisser partir pour des histoires comme ça et ils peuvent pas payer quelqu'un, etc. Là, je comprends qu'il y a des dispositifs, tu vois, mais en fait, si la logique c'est l'État qui va financer ça. En fait, en gros, comme on dit, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques, je sais pas quoi là. Oui, je vois tout à fait ce En que tu veux gros, dire. c'est comme Macron hein, quand il a dit je vais augmenter le SMIC de 100 euros. Ah, comment? En prenant sur vos impôts. D'accord, super, ben merci. C'est genre, tiens, voici 100 balles. Mais c'est les miens, ils viennent de mon portefeuille, je sais. J'avais 100 balles avant. Tu vois, Non, genre, en c'est fait, pas les c'est mêmes. ça le truc, c'est en fait, tu fais que déplacer tu fais que déplacer Bon, évidemment, c'est en indirect et c'est de la solidarité, c'est pas, tu prends pas à la personne directement concernée, Non. etc. Mais bon, tu vois, c'est quand même, tu reprends sur les deniers publics pour un truc qui concerne les entreprises, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je t'avouerai que j'ai pas réfléchi à la méthode de financement dès maintenant. En fait, je vois vraiment plus. Bah alors, c'est euh, 2022, c'est bientôt. Franchement, faut que ton Attends, programme je il vais soit ce béton. programme avec l'équipe là. Ah, On n'est non, pas non, encore arrivé à Bourdin, leur financement. Bourdin, il va pas te louper là-dessus. Hein. Non, le truc, c'est que évidemment, cette réflexion-là, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui sont largement, mais alors largement, notamment ceux qui versent des dividendes, je ne sais quoi, sont largement en mesure de financer ce genre de choses. Mais j'imaginais vraiment une très petite structure qui ne pourrait pas se permettre financièrement de manquer d'un élément et de payer des congés payés à une personne parce qu'ils sont trop à la limite, en fait. Et dans ces cas-là, oui, peut-être faire appel à la solidarité nationale pour pas que l'entreprise elle coule avec tous les autres emplois. Mais ça concerne une toute petite partie de ce que j'imagine, parce que je ne vois pas pourquoi des entreprises, on va pas faire un CICE bis, tu vois. Enfin, c'est non merci quoi. Ouais, On va mais pas après, c'est soutenir les toujours entreprises le qui... problème ouais, justement pour tous les trucs pour aider les entreprises, c'est toujours oui, mais les petits patrons. Et t'es là, mais oui, mais enfin, votre loi, elle ne concerne pas Oui, que mais on les s'en petits fout, en fait. patrons. Les petits patrons, c'est leur argument, mais en fait, on s'y intéresse jamais vraiment, en fait. Bah oui, et surtout, ils Alors ont qu'à faire que... des lois pour les petits patrons à ce moment-là. Pourquoi ils font Ouais. jamais des lois pour directement non. les petits patrons si c'est ça qui les inquiète tant? C'est tout le problème parce que honnêtement, j'ai vraiment pas envie de défendre les patrons bec et ongle, vraiment pas. Mais il y en a plusieurs qui, franchement, par exemple, qui ont pas forcément les moyens de se payer un juriste par rapport à droit du travail. Et du coup, il y a des choses qui font pas forcément comme il faut. Parce que j'en ai rencontré au cours de mes études et tout ça, qui ont pas forcément envie de faire les choses mal et tout. Mais juste, ils ont pas les moyens, vraiment, ils ont vraiment pas les moyens de financer quelqu'un qui pourrait s'occuper de leur dossier et tout ça. Et du coup, moi, c'est toujours un truc où je me dis, putain, mais j'aimerais bien, en fait, quand ils défendent les petits patrons, on n'en parle jamais, et à chaque fois, on défend les gros patrons, mais on fait pas de loi spécialisée pour ces toutes petites PME, en fait. On pourrait apporter, je sais pas, une aide juridique, voilà, jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un certain, je sais pas, chiffre d'affaires, ce genre de choses, pour mettre en place des choses plus simples, respecter le droit du travail. Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte qu'on embauche des inspecteurs du travail, on y revient, et les inspecteurs du travail pourraient être des conseils envers ces toutes petites entreprises. Mais par contre, ça, les petits patrons, on adore sortir cette carte joker pour valider des trucs vraiment affreux qui ne bénéficient qu'aux grosses, en fait. Donc, les petits patrons, ils sont au MEDEF et ils défendent les gros patrons parce qu'ils prennent
se prennent pour des gros patrons. C'est pas Oui, tout à bah fait oui, faux, bien Amy sûr. Sam. De toute façon, après, en vrai, le problème, il est même pas là, tu vois. C'est genre, oui, effectivement. Mais et puis en plus des petits patrons, c'est aussi chez les petits patrons que tu vas trouver les pires abus parce que dès qu'ils ont t'as un Mm. minimum de pouvoir, t'as des trucs comme ça. Mais en vrai, oui, au niveau politique, parce que ça, après dire que ils votent n'importe comment, ils sont au Medef, etc. C'est pas politique, c'est pas avec ça que tu fais des lois, quoi. Mais Mm. justement, tu vois, genre, t'as aussi tous les petits patrons qui se plaignent un de leurs gros problèmes économiques, c'est les retards de paiement des grosses boîtes. Oui, Les retards de livraison, ouais. etc. Ben, à ce moment-là, Mm. si vous voulez aider les petits patrons, donnez-leur des conseillers juridiques pour Mm. lutter contre les grosses boîtes, dont ils sont C'est les ça. sous-traitants, ou dont, tu vois, enfin, à ce moment-là, faites ça. Mm. Genre, les boulangers, pourquoi ils sont tous franchisés chez Banette qui leur retirent le pain leur pain quotidien, j'ai envie de dire. Tu vois, genre, enfin, tu sais, C'était beau. tu vois, genre, pourquoi Banette se gave sur des petites boulangeries et que les mecs se franchisent là-bas, quoi. Genre, Mm. ils bouffent aussi les petits patrons, de toute façon, Oui, ces gens-là. complètement. Ah non, mais ça, c'est juste une carotte pour justifier et pour marcher sur la corde sensible du petit mec qui galère avec ses quelques salariés. Il y en a, évidemment qu'il y en a, mais clairement, c'est vraiment la grosse carotte pour faire passer plein de trucs, notamment toutes les lois de flexibilisation du travail et tout ça, machin, les tendances Macron, à chaque fois, c'était la grosse carotte. Oui, mais pour les petits patrons, c'est trop compliqué, on va leur simplifier la vie. Mais on sait très bien à qui ça simplifie, en fait. Par contre, la grosse question, c'est jusqu'à où tu fixes la limite entre petits patrons, gros patrons. Enfin voilà, c'est un problème vraiment plus complexe et j'ai vraiment pas la réponse maintenant. Mais le seul problème, c'est vraiment cette carte. Ouais, c'est vraiment la carte de Joker, le petit patron en fait. Alors qu'il y a une vraie problématique derrière qui serait vraiment intéressante, mais franchement, ils sont habiles quand même. Hein. Je me dis, ils sont malins Ils quand sont même. malins, bien sûr. Mais tu vois, genre, typiquement, un candidat qui avait bien fait ça, c'était quand même Mélenchon là-dessus. Enfin, il avait été malin là-dessus, sur les petits patrons, et il avait pas mal de votes de petits patrons, Je me Mélenchon. souviens plus exactement son Parce qu'en discours fait, il avait eu un là-dessus. truc assez malin, c'est-à-dire que son argumentaire, lui, c'était ouais, mais en fait, les petites boîtes, pour tourner, ce qu'elles ont besoin, c'est que le carnet de commandes il soit rempli. Oui, Et c'est en vrai. gros, tout son argument, c'était ça. C'est en fait, faut qu'on améliore Enfin, faut qu'on aide les gens à pouvoir acheter des trucs, à machin. Enfin, tu vois, le truc typique tu vois, de politique de l'offre et tout, quoi. Et il renversait assez bien le truc, quoi. Et ça, c'était malin parce que justement, alors, je dis pas que forcément c'est ce discours-là qu'il faut tenir, mais il avait réussi à retourner le truc et lui, il avait eu des votes de petits patrons, du coup, parce qu'il avait fait un peu jouer les petits contre les gros, tu vois. Ce qui était assez malin. Mais par contre, bon, ça empêchera pas quand ils font des trucs d'ISF, etc., de jouer la même carte. On va prendre l'exemple de 4 trucs hyper minoritaires. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, pour parler du congé pour les enfants décédés et tout ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment incroyable qu'on en soit à ces extrêmes-là, en voyant des commentaires qui sont vraiment abjects de la part des députés, en disant, bah écoutez, remettez-vous au travail et tout ça, machin. Et que tu te dis, mais la flexibilisation, mais à quel prix? Là, on a perdu toute humanité, on n'est pas des machines à travail, en fait. Ça envoie vraiment. En fait, c'est marrant parce que ça aurait pu sembler très anecdotique cette histoire et ça a tellement crispé les gens. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aussi pris une prise de conscience du genre, ah, je suis déshumanisée à ce point-là. Mm. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait ça, qu'il y avait des gens qui se disaient, ah oui, mais même si en fait, ce qui peut t'arriver de pire, perdre un enfant, enfin, dans l'échelle des pires trucs qui peut t'arriver dans la vie, c'est quand même pas mal, ça. C'est dans le top tier, ouais. Ouais, c'est dans le top tier, voilà. On va faire un S-tier une tier liste des pires trucs. Marcher sur un Lego. T'as pas de jour de congé si tu marches sur un Lego. Non, bah non. Bah, tu vois, lutter pour nos droits. On devrait aller dans cette direction-là. Mais ouais, tu te dis, si même dans une des épreuves les plus difficiles que tu peux vivre dans ta vie, on en oublie une forme de solidarité qui est très primaire et qui est vraiment pas, qui est vraiment pas un luxe et qui me semble pas être un combat. Il n'y a pas de combat aberrant, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça me semble complètement logique, du bon sens de donner du temps à quelqu'un qui vient de vivre quelque chose d'affreux et qu'il y a des gens qui sont capables d'argumenter en disant bah non, la société avant tout. Moi, ça m'a fait flipper, mais je pense que tout le monde, enfin, je pense que ça a vraiment mis un coup à tout le monde. Enfin, parce que là, c'est vraiment le truc, c'est le Gorafi, quoi.
C'est genre, en Mais fait, moi, j'ai cru que c'était le grand amphi au début. ouais, voilà, je sais même plus Je quoi te dire de jure. méchant sur les députés LREM après. C'est... Tu vois, je me dis, tu sais, on faisait des blagues genre, ah, il rétablirait le travail des enfants. Ah, bah oui, enfin, ouais, c'est pas exactement la même chose, mais oui, enfin, en fait, oui, en vrai. Ouais, pas loin, quoi. Pas loin. Ouais, mais en plus, en fait, c'est ça le truc, c'est que symboliquement, c'est tellement fort. Enfin, C'est ça, ouais. je sais même pas, tu vois, même le plus cynique qui soit pas dit. Non, mais en vrai, même si le mec il le pense, tu vois, genre que ça va trop peser sur les entreprises, il s'est pas dit. Non, mais on va se faire défoncer. En vrai, on va Ouais, se faire c'est ça, mais c'est défoncer. ça, tu te dis, ils C'est sont chaud, hors c'est des sol, en enfants fait. morts quand même. Enfin, Ouais, c'est ça, tu te dis vraiment, là, on a un stade où... Et vraiment, je pense, enfin, vu les réactions que j'ai vues, qui m'avaient l'air unanimes sur la question, j'ai vraiment eu l'impression que les gens étaient un petit peu en mode prise de conscience. Ah oui, ah oui, à ce point-là. On ne compte pas à ce point-là, en fait. Et du coup, peut-être que ça serait intéressant de renchaîner, tant qu'on est sur le débat-là en ce moment, sur les enfants et sur les congés, du coup, de renforcer, de revoir ce truc. Mais du coup, ils ont dû faire marche arrière tellement le tollé, ça a fait un tollé, et ils sont passés pour des monstres sans cœur. C'est bien fait. Pourquoi pas enchaîner en disant, attendez, tant qu'on est sur le débat là, hein, on va parler d'accessibilité. Machin pour les parents qui ont des enfants qui sont handicapés, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut leur simplifier la vie. Et puis aussi le congé paternité, tiens, ça serait peut-être pas mal qu'on en parle, parce qu'on en parle depuis des années qu'il faudrait peut-être qu'on allonge le congé paternité. Ce serait peut-être bien qu'on mette vraiment le sujet sur la table et qu'on commence à se poser vraiment des questions. Combien de jours, à partir de quand, quelles conditions il existe déjà le congé paternité. Mais à mon sens, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment renforcer, et je pense que c'est un truc qui ferait plutôt l'unanimité, en fait, qui me semble pas trop... Enfin, bien sûr que les gens de droite qui sont à fond pour la flexibilisation vont considérer que c'est une charge pour les entreprises, mais on va avoir les mêmes arguments que quand on était pour les congés payés ou même pour le congé maternité tout court, en fait. Donc, ce serait peut-être intéressant de s'aventurer sur ce bord-là pour, comme tu disais, peut-être que les gens reprennent confiance dans les combats et voient un angle plus positif, en fait, plutôt que seulement de la contestation pure. On a l'impression que ça sert à rien et que de toute façon, on va juste rester à un espèce de statu quo où rien ne s'arrange. Alors Paco Blestou, merci pour le témoignage, et je confirme pour avoir vécu des choses similaires, et tu as tout mon soutien d'ailleurs. Effectivement, que tu dis que quand on perd un proche, rien que l'administratif, qui est même pas le truc... Ça, c'est presque purement comptable de dire, attends, les gens, ça va impliquer qu'ils vont devoir faire des démarches, etc. Et tout, il faut leur donner des congés rien que pour ça. Alors que c'est presque le truc le plus bassement comptable, quoi, tu vois. Et même ça, tu vois, ils en tiennent pas compte, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Mais tu vois, tu parles des enfants handicapés. T'avais eu un des premiers cas comme ça, là. Il a fallu qu'il y ait Ruffin qui soit dans une commission alors c'était sur le statut des aides aux enfants handicapés, je crois. Des personnes qui aident les enfants handicapés, qui apparemment sont dans un statut catastrophique, etc. Même ça, ils avaient voté non. C'est là où il avait dit comme des Playmobil. Et que depuis on les appelle des Playmobil, je crois que c'est lui qui avait trouvé cette vanne. Mais en fait, t'avais pas un Ruffin dans la commission. Eux, ils étaient en mode, non mais de toute façon, personne n'en parle de ces commissions-là. Tout le monde s'en branle. C'était pas un mec qui va derrière à la tribune à l'Assemblée pour dire, vous vous rendez compte, vous avez voté contre ça. Tu vois, c'est pareil symboliquement, c'est genre les enfants handicapés, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, tu te sérieusement, dis quel genre de j'aime pas trop ce terme, mais quel genre de monstre il faut être pour en arriver à si peu de considération pour son prochain, en fait. Enfin, ça fait très christianisme dit comme ça, mais enfin ouais, tu te dis à quel stade on en est rendu, en fait, dans les années 50. On s'en foutait complètement, si tant est qu'on s'en occupe maintenant à l'heure actuelle, mais on se foutait complètement des personnes handicapées à l'époque. Je pense que ce genre de débat aurait pas provoqué autant de discours du genre oui, les entreprises et tout ça. Je pense qu'il y aurait peut-être eu plus, c'est pas un discours de c'était mieux avant, mais il y aurait peut-être eu plus un discours qui était tourné vers peut-être moins vers la compétitivité à tout prix et plus vers l'appel au bon sens, un peu, en fait. C'est un moment où on a quand même conquis des droits qui étaient quand même super importants. La sécurité sociale, c'était il n'y a pas si longtemps, en fait. Et comment est-ce qu'on a fait un retour en arrière pareil, en fait?
Hein? Il n'y en a plus pour longtemps, en plus, de la sécurité Oui, en sociale. plus, ouais, profitez-en bien avant que ça disparaisse complètement. Les mecs ont bien voté pour que reste autorisé le broyage des poussins vivants, oui, c'est vrai aussi. Enfin, ce genre de truc, ouais. Mais d'ailleurs, oui, mais en fait, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que c'est typiquement le genre de truc où on peut être à l'offensive. Mais en fait, je pense à un truc, en fait, je les vois déjà trop venir. Si tu commences à dire, ouais, on va faire faux les congés paternité, faux, tu vois, pour le décès d'un enfant, des trucs comme ça, ce qu'ils vont te dire, leur argument, c'est sûr, ils vont te dire, c'est démagogique. C'est de la démagogie, c'est trop facile d'utiliser les enfants morts, les naissances, les petits bébés, Et alors? etc. Ils vont dire ça. Mais voilà, On alors leur c'est là où répond, je voulais et en venir, alors? mais c'est cool, on a le même réflexe. On devrait leur dire, et alors? On devrait leur dire, et alors vous êtes contre les congés pour les parents qui perdent des enfants. Donc Donc si toi, c'est de la démagogie, je suis démagogue si tu veux. Donc ça, tu fermes ta gueule. Et puis, enfin, ouais, en fait, on devrait faire ça et dire genre, ouais, c'est de la démagogie si tu veux. Ouais, c'est du populisme si tu veux. Et alors, enfin, genre, Et alors, ouais. je pense, C'est trop facile d'utiliser les enfants morts. C'est vrai que cette phrase est quand même très particulière. Mais non, mais franchement, ils diraient ça. Si Non, ça oui, s'était non, mais je passé suis dans d'accord l'autre avec sens, toi. tu vois. Si ça s'était passé dans l'autre sens, tu vois. Genre, ils auraient voté contre. Enfin, genre, quelqu'un aurait lancé un débat avant la polémique, tu vois. Parce que la polémique, c'est parti, personne s'était posé cette question avant qu'on les voit voter contre ce truc, quoi. Et c'était pas un débat national. Là, ça a été un débat national parce qu'ils ont voté contre. Mais si quelqu'un l'avait soumis au débat public de l'opposition, tu vois, qui a fait ça, je suis sûr qu'ils auraient dit ça. Ils auraient dit c'est de la démagogie, c'est abusé. Limite, ils l'auraient voté en disant ah, c'est de la démagogie, c'est trop facile. Tu vois, mais bon, oui, effectivement, la seule réponse à leur faire, c'est alors, quoi. Mais tant bon, pis, parce que le congé paternité, pour moi, de toute façon, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive, je pense. Ouais. Mais ouais, au prix de combien d'efforts et tout ça, c'est vraiment, il y a vraiment un truc qui est compliqué dans la gestion d'une carrière. Du coup, c'est l'arrivée enfin pour une femme en tout cas, c'est l'arrivée d'un enfant. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse augmenter le congé paternité, justement parce que ça permettrait de lutter un petit peu plus contre la discrimination à l'embauche, je pense. Ça va pas tout changer, on va pas être hyper friendly du jour au lendemain, il y aura plus de sexisme dans l'entreprise, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, on sait quand on est une nana au travail que on va te demander si tu veux des enfants ou genre de choses. Et parce qu'on voit ça, on voit le congé maternité comme une contrainte et un coût pour l'entreprise. Si les hommes, on sait aussi qu'on court ce risque-là, de dépenser de l'argent pour un congé paternité aussi, en fait, la question du genre se posera peut-être moins, parce qu'en fait, on sait qu'on aura ce risque dans les deux cas, en fait. Enfin, ce risque. Tu vois, je commence à me LRMiser. Je parle de risque d'avoir un enfant. Mon Dieu, vite, je coupe le stream. Aïe, aïe, nous dérapons. Ah là là, sortie de route. Pas comme ça, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Non, mais oui. Et oui, mais d'ailleurs, c'est une question intéressante vis-à-vis du... Bon, là, il nous reste moins d'un quart d'heure, mais comment dire, du point de vue, justement, des problématiques de genre et de sexisme en entreprise, etc. Est-ce que tu as un truc à dire là-dessus sur le code du travail? Enfin, sur vraiment ce qui est établi légalement. Sur le code du travail, les discriminations en particulier. Pour le coup, le code du travail, il est pas trop mal fait parce que bien sûr, il y a un truc sur lequel on peut pas trop déroger, c'est quand même la discrimination. Tu vois, ça c'est typiquement un truc où tu vas pas avoir la convention collective qui va écrire alors la discrimination c'est ok contre telle et telle personne. Non, tu vois. Mais elle est pas mal faite. Il y a je sais plus combien il y a de discriminations en tout, mais il y a vraiment une très très longue liste. Donc évidemment la couleur de peau, le genre, l'identité de genre. Je crois qu'il y a cette formule-là précisément. Okay. Donc clairement on vire. Enfin, tu dans peux les clairement. Textes, donc. Ouais, c'est clairement c'est pas marqué transphobie telle quelle, mais par exemple quelqu'un qui serait victime de transphobie au travail pourrait se voir appliquer le truc de les articles qui parlent de la discrimination. Le fait qu'on soit syndiqué ou pas, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Le seul problème qu'on a en droit, et ça c'est pas tellement un problème c'est pas tellement la faute du code du travail, c'est plus factuel, c'est comment est-ce que tu prouves une discrimination. Ça c'est très très compliqué. Ah ouais. Et du coup c'est que tu peux sentir que t'es rejeté parce que t'es noir, parce que t'es trans, parce que t'es handicapé ou ce genre de choses, mais comment est-ce que tu le prouves concrètement? Parce que sauf si ton employeur, parce qu'il y a des cas de
d'employeurs qui vont dire texto par mail, et ils sont très bêtes, de dire « on vous vire parce que vous êtes enceinte, on vous vire parce que vous êtes handicapé ». Oui, mais Bon, c'est des méga crétins, quoi. c'est des méga crétins, mais tant mieux pour les gens qui en sont victimes, Mm. comme ça ils ont des très bonnes preuves pour les prud'hommes. Donc tant mieux, soyez crétins en fait. Non, j'ai rien dit, soyez crétins. Bourrinez, Mais, pardon? Bourrinez, allez-y. Allez-y, mettez tout ce que vous n'aimez pas sur la personne de façon la plus blessante possible, ça lui fera des preuves. Mais non, mais donc t'as plein de gens qui sont discriminés au travail, mais sauf que comment tu le prouves que le traitement qu'on va t'infliger et voire ton licenciement repose sur des motifs discriminatoires, en fait. C'est très très compliqué d'apporter la preuve, et ça, je n'ai vraiment pas la solution. Je sais qu'en droit, il y avait eu donc ce qu'on appelle le testing, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'était plutôt du droit pénal, c'était pas du droit du travail, mais ça pourrait s'appliquer au droit du travail, où en fait c'était une boîte de nuit qui s'était fait aligner complètement parce qu'il y avait, je crois que c'était pas SOS Racisme, mais c'était en tout cas une association pour la lutte contre le racisme, et ils avaient fait passer des gens, donc des blancs, des noirs et tout ça, et ils s'étaient rendu compte que les noirs ils rentraient pas dans la boîte de nuit. Le videur, il dépêche. Oui, ok, je vois ce genre de truc. Et c'est vieux, hein, c'était dans les années 90, cette affaire. Mais t'as vu ça plus récemment sur les CV aussi? Oui, il y avait ça, ouais. Et du coup, c'est un truc qui a été reconnu comme valable, en fait, comme motif de preuve et tout ça. Mais va mettre en place un truc pareil pour prouver que telle boîte fait preuve de discrimination, en fait. Donc c'est vraiment très, très compliqué, ça. C'est vraiment la discrimination et même le harcèlement aussi qui peut être très complexe, parce que il est rarement si, il peut être à l'écrit, mais moi j'ai vécu du harcèlement si j'avais aucune personne pour témoigner, et clairement j'aurais eu personne pour témoigner, comment est-ce que je fais? J'ai pas de mail, je vais pas enregistrer mon patron parce que c'est pas un motif de preuve qui est recevable, donc on fait comment, tu vois? Ouais. Donc la discrimination, sur le principe, la discrimination, on est vraiment prêt à ça, on a un code du travail et même des textes qui sont vraiment bien faits, même s'il y a sûrement des améliorations possibles. La question, c'est en pratique, on fait comment pour la prouver? Là, c'est vraiment... Oui, donc toi, tu dirais que les textes sont... Enfin, il y a pas mal de choses qui sont déjà là dans les textes, mais que c'est un problème d'application, quoi. Ouais, oui, il y a un problème d'application, c'est clairement... c'est même pas qu'on veut pas poursuivre pour discrimination, c'est juste qu'on est bloqué d'entrée de jeu en disant j'ai aucune preuve, en fait, donc ça sert à rien que j'y aille. Mais clairement, quand on voit qu'il y a une vingtaine de discriminations qui est prise en charge, dont des choses dont on parle que depuis très récemment, comme la transphobie par exemple, je me dis j'ai l'impression que de ce côté-là, on est plutôt à la page, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on est un petit peu... on essaie de faire évoluer la définition le plus rapidement possible pour prendre en compte tous les aspects, quoi. Alors, sur ces questions-là, est-ce que tu serais capable de dire ce qui permet d'avancer dans le droit du travail? Est-ce que c'est des mobilisations de personnes concernées? Est-ce que c'est des juristes qui se battent pour ça en interne? Est-ce que c'est des politiques? Pour le cas de discrimination, ou plus largement pour faire avancer, après, moi je pense que les militants ont vraiment quelque chose à apporter là-dessus, et à apporter vraiment des réflexions, et montrer combien le sexisme est pernicieux et s'applique dans énormément de boîtes, et que des fois vous pensez pas avoir été victime de sexisme au travail, et ça en est, et ça s'applique pour le racisme, la transphobie et tout ça, mais je vais rester dans le domaine que je connais, mais c'est la même logique pour toutes les discriminations. Donc les militants ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, pour que les gens sachent reconnaître ce genre de violences qui peuvent être des fois très pernicieuses, et du coup apprendre à les contrer, et du coup apprendre qui sont protégés par ça, en fait, techniquement. Et du coup, si les gens autour de toi tes collègues sont aussi au courant, en fait, de tout ça, ils vont peut-être plus facilement faire front avec l'employeur, parce qu'ils se disent peut-être que la prochaine fois c'est moi, et puis la solidarité qui doit se mettre en place entre les salariés. Mais ça, on arrive sur un truc compliqué, c'est que moi je me suis rendu compte dans un de mes tafs
donc où il y avait pas mal de harcèlement et tout ça, je me suis rendu compte que les patrons mettaient en place des stratégies pour casser les salariés entre eux et qu'ils soient en compétition entre eux, en fait. Et du coup, c'est très pernicieux parce que ça évite qu'on fasse front commun. Et du coup, moi, je me souviens ma boss, elle demandait, j'étais dans la vente à ce moment-là, et elle me demandait pourquoi tel collègue n'a pas vendu devant tout le monde, devant la personne concernée, pourquoi tel collègue n'a pas vendu suffisamment hier, tu vois. Quand tu fais ça, tu veux que les salariés ils se tirent dans les pattes. Et du coup, quand tu casses la dynamique de groupe comme ça, évidemment, ils vont pas faire front commun si jamais il y a un problème pour se défendre les uns les autres, en fait. Et du coup, c'est très très dur de lutter contre ça, en fait, parce qu'il faut vraiment faire front commun. Et si tu as un dissident qui veut se plier au patron, et quand je dis ça, on dirait qu'il y a un jugement de valeur, mais il y a un côté que je comprends aussi, parce que tu veux garder ton taf. Ouais, t'as des trucs à payer, t'as machin, exactement. T'as des études de ta gamine. Exactement. Et si tu restes et que tu fais front commun, je pense que ce sera plus facile de lutter contre ces discriminations-là. Et ensuite, notamment, apporter la preuve, un témoignage a une valeur prud'homme. Encore faut-il que les gens témoignent, en fait. Ça, c'est une preuve qui peut tout à fait permettre de reconnaître une discrimination. Mais du coup, remettre en place une solidarité entre les salariés, une lutte des classes, en fait, mais dans l'entreprise, quoi, en fait, ça, littéralement, quoi. Et malheureusement, c'est pas que de la faute des salariés du tout, hein, c'est vraiment, il y a vraiment une logique managériale qui se fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de cohésion et pour pas qu'on se retourne directement contre toi, en fait. Et moi, j'avais eu des gens, j'en parlais une fois sur mon chat, et il y avait des gens qui me disaient, oui, j'ai fait des ressources humaines ou du management, et clairement, on regarde des techniques pour faire ce genre de choses, quoi. Et là, tu te dis, putain, mais quel cynisme, quoi. C'est vraiment d'un cynisme, c'est terrible. Ah ouais. Mais tu vois, c'est là où tu vois qu'on est passé de... Enfin, en fait, c'est pas une histoire de les gens sont gentils ou pas gentils, c'est une question de... Je sais pas, de structure, quoi, d'état du monde, parce qu'en gros, tu passes d'endroits et de moments où, en fait, si tu cassais le piquet de grève, en fait, t'étais un jaune, et t'avais une pression sociale pour pas casser la solidarité, en fait. Et à un truc où c'est l'inverse, quoi. Où, en gros, t'es le canard boiteux si t'es celui qui gueule, quoi. T'es celui qui gueule et tu fais chier, et tu mets une sale ambiance, etc. T'as ce truc ça. Aussi sur le... Tu vois, l'espèce de... Tu sais, t'as pas que, genre, où ils peuvent vraiment t'emmerder, te coller des blâmes ou quoi, t'as aussi le truc de... ils vont être... Tu vois, là, l'ambiance va être pourrie, tu vois. Tu vois, genre, l'ambiance va être pourrie, tes patrons, ils vont être pas sympas, ils vont te faire chier tout le temps, ils vont te surveiller... Il va pas accepter mes congés payés, j'avais demandé des dates, c'est possible qu'ils me disent que c'est pas possible et les décaler à plus tard, exactement. Genre de choses. T'as des trucs, t'as des façons... c'est pour revenir au truc qu'on a dit dès le début, c'est le lien de subordination, il est là-dedans aussi, quoi. C'est que ton patron, il a un pouvoir sur toi, quoi. Ah oui, mais littéralement, il a un pouvoir de sanction, de licenciement, c'est quand même pas rien. En fait, dire qu'il a un droit de vie ou de mort paraît très abusé, mais d'un autre côté, si on te coupe de tes revenus, que comme beaucoup de salariés, on te met à la pression et on te pousse vers la sortie pour pas que tu démissionnes et que tu aies droit à rien derrière, littéralement, tu n'as pas de revenus, à terme, soit tu reviens chez tes parents si tu as la chance de les avoir encore et qu'ils peuvent t'héberger, et sinon, t'es dans la méga merde, ou alors t'encaisses, quoi. Et du coup, tu te plies à tout. Et le problème, c'est qu'avec 10% de chômage, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ce lien de subordination qui s'est considérablement agrandi avec tout ce chômage-là massif, en fait. C'est le rapport de force, il est d'autant plus important que si on avait, j'ai envie de dire, seulement 5% de chômage, mais ce serait déjà beaucoup, mais il pourrait être plus... tu pourrais plus facilement partir dès qu'il y a une situation problématique parce que tu peux te dire, je vais avoir plus de chances de retrouver du travail. Là, les gens encaissent beaucoup plus, quoi. Oui, l'armée de réserve, quoi. C'est ça. T'as toujours ce truc. Et Chartreuse Verte, oui, effectivement, là, on part du principe que c'est le patron qui discrimine, mais parce qu'on parlait de la relation patron-employé. Évidemment, il y a des discriminations entre collègues ou managers, salariés, etc., bien sûr. Oui. Il y a même des situations de harcèlement d'un salarié sur un manager, par exemple. C'est déjà arrivé. C'est reconnu par le droit. Il ne faut pas forcément un rapport pour reconnaître le harcèlement moral ou sexuel, par exemple. Il ne faut pas forcément un rapport hiérarchique où vous êtes forcément en position d'infériorité hiérarchique, on va dire. Ça peut être dans l'autre sens. Et je trouve ça très bien que le droit l'ait reconnu parce que t'as plein de situations où c'est le salarié qui va, je sais pas, faire du harcèlement sexuel avec sa boss, quoi. Et
Et quand si tu es manager, par exemple, tu pas forcément le pouvoir de licencier la personne, ou c'est déjà pas toujours évident de t'en dépatouiller. Donc c'est bien que le droit n'est pas forcément pris comme condition première qu'il faut forcément un rapport hiérarchique ascendant, en fait. Ouais, Mais d'accord, oui, ça peut oui. se faire entre collègues aussi, hein, tout à fait. Hein, Oui, oui, mais on n'y est pas ça, hein, c'est effectivement que là, c'était... Parce qu'on était dans l'exemple de cette relation-là, quoi. Mais, Ouais, tant que j'y pensais, je me suis dit, je vais vous dropper ça comme information parce que des fois, on est dans des situations où on se dit, ah oui, mais j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Je suis harcelée, mais par quelqu'un qui est soit de mon niveau, soit un autre salarié, soit quelqu'un qui est en dessous de moi dans la hiérarchie. Du coup, je peux pas être considérée comme harcelée. Il y a cette espèce d'idée reçue qu'il faut forcément que tu sois en dessous dans l'échelle hiérarchique. Donc, je sais pas d'où c'est né parce que ça n'a jamais été le cas, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ok. Donc, Bah après, en même temps, enfin, c'est logique. Après, évidemment, statistiquement, j'imagine que un harcèlement va se faire plutôt dans un rapport de pouvoir souvent, oui, descendant, c'est souvent le cas. Oui. puisque tu as plus de moyens d'emmerder les gens, quoi. Ouais, tout à fait. Et à l'inverse, non. Donc, à l'inverse, moins. Donc statistiquement, j'imagine que oui, c'est moins présent. Mais enfin, je sais rien, mais ça paraît très logique, quoi. Ok. Eh ben, il va être 22h, là. Est-ce que on... Peut-être pas relancer un autre sujet. Après, tu reviens quand tu veux en parler. C'est avec plaisir. De ça, quand tu veux. On peut même faire sur une thématique plus précise. Par exemple, j'ai retrouvé mon cours pendant qu'on discutait sur l'histoire du droit du travail. Ce serait vachement intéressant de repartir. Genre, sur le travail des enfants, il y aurait plein de choses à dire. Et si je reprends un peu mes fichiers, franchement, il y aurait plein de choses intéressantes dont j'aimerais parler. Bah avec plaisir. En plus, moi, l'aspect historique du truc m'intéresse vachement. Ouais, donc, carrément. Ouais. Eh bien, abonnez-vous. Eh ben, en mars. Abonnez-vous, ouais, en mars, si tu veux, carrément. On peut se faire ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris merci à toi, c'était bien cool. Voilà. En plus, du coup, t'as pris sur ton temps de stream, parce que du coup, tu pouvais pas streamer en même temps et tout, machin. Donc, c'est vraiment gentil de ta part. D'ailleurs, tu vas streamer après ? Ouais, je vais lancer un stream très rapidement, discussion, mais pendant une petite heure, je pense, pas bien plus. Ok, d'accord. Bah, les gens, vous savez où aller maintenant que je vous envoie. C'est gentil. Tu le lances tout de suite ? Ouais, non, je peux pas trade. Je pourrais pas, tant que je suis en communication avec toi, lancer la caméra, elle va pas marcher sinon. D'accord. Alors, les gens, restez. Non, mais t'inquiète. Les gens, restez, on va raid. On va dire au revoir à la dame. Et on va la raid. Au revoir par ici. Au revoir par ici. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Effectivement, le sujet était très très vaste et on peut élaguer et tout, mais c'était très intéressant. Oui, mais en fait, on ferait 1 an de stream non-stop dessus, qu'on aura encore des choses à dire à la fin. Donc 2 heures. C'est clair, mais de toute façon, tu fais souvent des discussions, toi, sur ton stream avec le chat. Ouais, etc., on parle souvent de droit, ouais. Et du coup, du code du travail et du droit du travail en général, parce que c'était l'aspect et qu'en fait, quand tu parles de souffrance au travail, les gens ont plein de choses à dire, en fait. Bah ouais. Et je trouve ça bien qu'il y ait des espaces de discussion par rapport à ça. Parce que la souffrance au travail, on en parle de plus en plus, mais on n'en parlera jamais suffisamment, en fait, par rapport à toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un, en fait. Carrément. Bah, c'est très très cool que tu fasses ça. C'est bien qu'il y ait des espaces comme ça qui se créent. C'est vraiment très cool. Ouais, tant mieux. Donc, alors, je suis contente de ça. Et allez raconter vos problèmes je suis sûr que vous en avez dans votre travail. C'est impossible que sur toutes les personnes du chat, votre travail, ça se passe tous bien. Ne mentez c'est ce pas. que je souhaite. En fait, on a convaincu que des gens qui sont complètement dans une boîte où ils sont totalement épanouis, où ils n'ont jamais eu vent de souffrance au travail. Et ça, ce serait vraiment trop bien, tu vois. Ouais, carrément. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu genre, tu sais, la Corée du Nord, quoi? C'est genre, les gens, ils sont là, non? Faites semblant, vous êtes heureux. Ça se passe très bien en Corée du Nord. Regardez, on voit pas le problème. On a des danses et tout. Tout se passe bien. Ouais, merci beaucoup, en tout cas, c'était bien sympa. Mais merci à toi. Merci beaucoup, au plaisir de refaire ça. Je vais raccrocher pour te laisser lancer ton live. Je passerai peut-être sur le chat, etc. Et je vais faire des bisous aux gens à part. Okay. Ok, d'accord. Des gros bisous, merci beaucoup. Gros bisous, merci au chat. à toi, merci beaucoup à toi. Salut. Salut.